L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Lien et infos en description. Bonne émission à tous. La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV. C'est l'émission qui réveille tes chantiers Et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et bonjour à tous et salut les bichons, bienvenue sur Bichon TV. Vous regardez ou vous écoutez la matinale, la seule émission qui réveille tes chantiers. Bien, toujours de bonne heure et de bonne humeur sur Bichon TV. J'espère que tout le monde va bien. Le thème du jour, on va parler de solaire, on va parler de production d'électricité photovoltaïque et on a intitulé cette chronique autoconsommation, est-ce une bonne solution ? Point d'interrogation. Pour parler de tout ça avec moi autour de la table, j'ai la chance d'avoir mon copain de cantine. Anto, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va nickel. Dis donc, t'as un beau t-shirt. Ouais, bah c'est... Hein c'est comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est normal. À ta droite, un deuxième copain de cantine. On se connaît depuis plus de 10 ans. Mon Stéphane, comment vas-tu ? Super bien, ravi d'être avec vous. Artisan électricien depuis des années. Oui, quelques années déjà. Et puis bon, quand même, tu taquines un peu, hein. Ça va. T'es bronzé, dis donc, tu rentrerais pas du ski ? J'arrive hier soir du ski. Tu vois, j'en étais sûr. En face, angle opposé, on a la chance d'avoir Florent. Comment vas-tu, mon Florent ? Pleine forme, merci. Laurent, et toi ? Eh ben moi ça va toujours, tu vois, impeccable. Et puis à ta droite, on a Christian, ça va ? Salut, ça va bien. Alors, on vous présentera un petit peu plus tard dans l'émission pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais comme les bichons ont dû s'en douter, si vous êtes là en face des deux copains, ça va être pour parler de solaire, pour parler de production d'énergie autonome, et tu vas nous parler aussi un petit peu de l'entreprise BIM. Exactement. C'est bien ça ? Exactement, l'entreprise BIM, l'entreprise nantaise. Entreprise nantaise qui est venue sans brioche. Donc moi, je suis pas bronzé, je reviens pas du ski, je reviens de Nantes. Donc. D'accord, ouais. Il y a moins de soleil. Bon, c'est pas grave. Si c'est comme les gens du Nord, tu vas nous rayonner là quand même. Tu vas nous amener la bonne onde. Je vais tout faire pour. Bon, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va passer par la case Gazette des Bichons, une petite rubrique animée par Anthony. C'est parti, c'est la Gazette. L'actualité du bâtiment sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Alors, les bichons, aujourd'hui, on est sur un thème qui est lié un petit peu à l'écologie, et j'ai trouvé une actu qui était vachement intéressante, je vais vous en parler. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, savez-vous qu'il est possible de réaliser des panneaux d'isolation avec des éléments qu'on a tous sur nous ? Je sais pas, ça vous parle pas ? Des poils de... Non. Ah, des cheveux, c'est ça, Christian. Et justement, il y a une entreprise qui a été créée en 2021 et qui s'appelle Ecofer. Pour cela, l'entreprise, elle s'est rapprochée d'une asso qui s'appelle les Coiffeurs Justes, et ils vont collecter dans plus de 6000 salons quasiment 4000 tonnes de cheveux par an. Donc ça fait déjà une quantité assez énorme. Alors avec ces cheveux, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir faire des fertilisants, on va pouvoir faire des adjuvants pour le béton, donc on va fibrer mais avec des cheveux. On va pouvoir faire des systèmes de filtration pour de l'eau et aussi des hydrocarbures. Donc marée noire, les choses comme ça avait pu servir. Et on va pouvoir faire aussi de l'isolation. Donc on va faire des panneaux, mais ce qui nous intéresse au final quand on construit sa maison, c'est que ces panneaux soient aussi performants. Donc là justement, leur capacité thermique, elle est comparable à un panneau de laine de verre. On est sur un lambda de 0,036. C'est bon. C'est pas trop mal, hein, franchement. C'est carrément bon. C'est carrément bon. À épaisseur équivalente à peu près. Exactement, c'est ça, oui, il faut bien faire gaffe, parce que s'il faut en mettre 2 mètres de cheveux pour ça sert à rien. On est d'accord. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que de valoriser ces cheveux, ça nous permettrait d'économiser entre 40 et 80% d'énergie par rapport à une production si on partait pour faire de la laine de verre, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir encore baisser tout ce qui est bilan carbone des maisons et d'avoir des choses qui sont plus responsables, et finalement qui était un déchet en plus, donc on valorise quelque chose comme ça. Donc la petite question que je peux vous poser, est-ce que vous êtes prêt à donner vos cheveux ? Et est-ce que vous êtes prêt à isoler votre maison avec des cheveux ? Je vais pas isoler grand-chose. J'étais en train de penser à mon beau-père, il va trouver ça injuste, il a plus un poil sur le caillou. Lui, je pense qu'il aurait contribué. Moi, j'ai absolument pas dit qu'il fallait le faire avec ses propres cheveux. Ah, d'accord. Avec ceux qui sont collectés, en tout cas. Laurent, t'en penses quoi, du coup ? Ouais, moi, franchement, quitte à les jeter ou les donner pour la bonne cause, autant les donner. Il faudrait mettre en place un système de récupération. Ouais.
Ouais, pareil, je trouve que c'est plutôt bien. Ouais. Revaloriser ça, on baisse l'énergie grise, comme tu disais, pour produire. Et puis, ouais, pourquoi pas, c'est sympa, ouais. Bon, bah c'est parfait. Moi, j'ai prévu un coiffeur qui vous rase à blanc en sortant. D'accord. Pour qu'on puisse faire un tout petit panneau et pour isoler ma future maison. Merci, les gars, ça fait plaisir. Comment ça se passe au niveau des... C'est sous quel format? Ils font des rouleaux, des panneaux? Ils font des panneaux. D'accord. Et là, je crois qu'ils sont en train d'agrandir leurs locaux. C'est tout fait en France en plus. Ça pourrait être intéressant peut-être de les recevoir, ces gens, Carrément. parce que là, tout de suite, j'ai 1 million de questions qui me viennent. Est-ce que ça résiste dans le temps? Est-ce que ça résiste aux rongeurs? Est-ce que... Bon, si... Est-ce que la couleur a un impact? Est-ce que la couleur a un impact? Par exemple, si je veux un camailleux roux, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux me faire un mur avec une iroquoise au milieu? C'est ça? C'est ça, voilà. Pas mal. Ils sont de Lyon en plus, donc ils sont pas très loin de nous. Ah bah oui. Est-ce qu'il faut les recoiffer de temps en temps pour garder le brushing, non? C'est ça. Pas trop de lac, sinon c'est inflammable. Pas trop de lac. Voilà, ça doit être ça. Bon, on continue. Justement, pour rebondir, tu sais comment c'est aggloméré, ils rajoutent un liant, comment est-ce que c'est J'ai d'autres infos à l'intérieur. Mais je crois que non, dans l'idée en tout cas, il n'y a pas... Il n'y a pas d'adjuvants. Ouais, d'adjuvants qui sont nocifs ou aller les blinder de résine ou l'idée... Ils ont essayé de faire ça bien, les gars. L'idée, c'est de valoriser quelque chose et de descendre aussi la matière vive. Si c'est pour noyer tout ça dans une résine plein de COV, il y a peu d'intérêt. Ça rime à rien. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est une démarche noble. On a un petit sondage aujourd'hui. Exactement. On va avoir un sondage et qui, lui, va être en relation avec ce dont on va parler juste après. Donc on a posé des questions à notre communauté. La première était: produisez-vous déjà votre électricité? On a 16% qui ont répondu oui et on a 84% qui ont répondu non. Donc le pendant de cette question, c'est sinon, est-ce qu'un projet de production vous tente? Et là, il y a un très très beau marché. On a 74% des gens qui ont répondu carrément et seulement 26% qui ont répondu pas vraiment. Enfin, dernière chose, on a laissé une question un petit peu plus ouverte. À quoi pensez-vous si on dit électricité verte? Et donc là, on a plusieurs réponses. Le couvreur est une gonzesse. Connaît très bien. Marie-Pierre, qui est très sympa. Nous a répondu éolienne pour particuliers. Jose Kelly a répondu électricité produite à partir d'énergie non polluante, donc solaire, éolien. Juflamme, lui, est un petit peu à l'inverse de tout ça. Il nous dit que c'est juste un affichage commercial, car très rares sont les énergies réellement vertes. Et enfin, Clément Serre33 nous a parlé de panneaux solaires. Je crois que nous aussi, on va parler de panneaux solaires. On a un beau panel. Merci, Anto. Écoute, c'était pas mal. Est-ce qu'on lancerait pas peut-être tout de suite notre rubrique principale pour rentrer directement dans le vif du sujet? C'est le Parlons Pro. Parlons peu. Alors aujourd'hui, dans ce Parlons Pro, on va parler autoconsommation et notamment autoconsommation d'électricité, pas de saucisson sec, et plus particulièrement dans la catégorie solaire photovoltaïque. Pour parler de ça avec moi autour de la table, Florent Grimaud, est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter ta boîte pour tous ceux qui nous regardent? Ouais. Écoute Laurent, je prends la parole. Donc Florent, je suis responsable partenariat chez BIM depuis 1 an. Et avant ça, j'avais fait mes armes au contact des professionnels de l'habitat dans l'entreprise Eldo, anciennement Eldo Travaux, que certains connaissent. D'accord, on connaît. Voilà. Et donc BIM, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une jeune entreprise nantaise, comme je disais tout à l'heure, qui a 5 ans, qui était pionnière sur le segment du solaire plug and play. Donc on va surtout parler du plug and play, moins du photovoltaïque en toiture, même si on en parlera bien sûr. Et donc BIM aujourd'hui développe tout un écosystème de produits et de services qui a vraiment à vocation d'accélérer la transition énergétique à la maison, tout en donnant le pouvoir aux gens, en gros, de maîtriser leur énergie, de plus maîtriser leur énergie. D'accord, ok. Donc, tu nous expliqueras dans un deuxième temps comment ça se présente. C'est des petits kits, c'est encastré, pas encastré, tout le monde peut installer ça, faut avoir Bac+5, etc. Et puis, tu répondras à toutes les questions, mais t'inquiète, on t'en a préparé une belle tartine. L'idéal, bien sûr, c'est que, comme d'habitude, nos bichons puissent se faire une idée et retrouvent tous les liens de toutes les choses dont on parle dans les notes de l'émission, donc ils vont sous l'émission, il y a un petit plus, ils appuient, et il y aura toutes les coordonnées. À ta droite, Christian,
Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Christian, est-ce que tu peux te présenter ? Voilà, moi, Christian Berthet, donc j'habite à Jas, une petite commune à 10 km de Feurs, et je suis utilisateur de panneaux BIM depuis 18 mois maintenant. D'accord, Ouais. panneau BIM. Donc, toi, tu es le parfait exemple. Ça va ? Il t'a pas filé un billet dans les coulisses Si, mais on peut pas le dire. Ah merde. Bon, parce que là, ici, chez les bichons, on a besoin d'avis objectifs. Donc, toi, tu seras en mesure de nous les donner. Tout à fait. Très bien. L'angle opposé, si je peux dire. Dans le temps, j'avais un petit truc, tu sais, où j'appuyais dessus, ça faisait un ring de boxe, ding ding. Mais là, je l'ai plus. Là, ils m'ont mis d'autres choses. Bon, c'est pas grave. Tiens, j'ai ça. Non, ça n'a rien à voir. Dans l'angle opposé, mon copain Stéphane, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Stéphane, artisan électricien, ça fait un peu plus de 12 ans que je suis à mon compte. Voilà, moi je fais pas de solaire, je fais pas de photovoltaïque, mais par contre je suis intéressé par tout ce qui s'y rapporte. Et puis j'ai quelques questions pour toi, ouais, on va voir. Donc, pas de solaire, pas de photovoltaïque, mais à fond dans les lecs. Et puis, toi, tu as quand même toujours été un peu pro-innovant depuis que je te connais. Tu as toujours été un peu parmi les premiers dans la domotique. D'ailleurs, c'est même bizarre que tu te sois même jamais bien intéressé plus que ça au solaire et tout. Peut-être parce que tu t'es dit c'est un métier de plombier ou de génie climatique, non ? Non, en fait, déjà, c'est un problème de structure, c'est que je suis seul, je suis artisan, je suis tout seul. Donc, c'est vrai que pour faire du solaire, on pense souvent solaire toiture. On ne parle pas encore de kit. Solaire toiture, c'est vrai qu'il faut être une équipe. Hein. Il faut être minimum 2 pour monter les panneaux sur les toits, les choses comme ça. Donc, c'était un peu déjà la limite. Et puis on en parlera tout à l'heure, mais j'avais des a priori sur le solaire, sur le début du solaire. Tu avais des préjugés. Des préjugés sur le début du solaire. Je pense qu'on l'a mal introduit en France, quoi. Je suis d'accord. On l'a introduit comme on en revient à chaque fois avec Monto. Hein. T'en penses quoi, Monto ? On l'a introduit à grands coups d'artificialisation de marché, de subventions. Et quand on avait des kits qui coûtaient 4000 balles chez nos voisins, chez nous, ça en coûtait 20 000. Mais ça s'autofinançait. Alors il y a eu un mauvais départ, mais on est là aussi pour en parler, pour mettre les pieds dans le plat. Moi, ce que j'aimerais tout de suite, avant de démarrer, maintenant qu'on a fait un tour de table, et avant qu'on parle vraiment du produit BIM, de la solution BIM, de comment nous on le perçoit, qu'on vous pose vos questions, et puis que Christian, très intéressant, nous fasse ses retours. Avant tout ça, on a une petite rubrique chez les bichons qui s'appelle le Vox Populi, qu'on aime beaucoup, puisque on a nos petits reporters qui vont à la gare, ils prennent le train et ils s'arrêtent où le train les pose et ils sortent dans la rue, posent des questions aux gens sur ce qu'ils pensent de tout ça. C'est tout de suite, c'est le Vox Populi. Salut, c'est Jade pour Bichon TV. Aujourd'hui, je me rends dans le salon Eurobois et on va parler photovoltaïque. Allez, c'est parti. Alors, si je vous parle d'électricité verte, à quoi ça vous fait penser ? L'électricité qui vient, je pense, des éoliennes, les zones d'électricité qui n'est pas nucléaire, quoi, je pense. On va dire tout ce qui est énergie naturelle, quoi. Ça me fait penser à l'éolien, à l'hydraulique. Recyclage, utilisation d'énergie solaire, la géothermie. Basé sur les énergies renouvelables, le soleil, le vent, l'énergie hydraulique. Déjà avec une émission carbone basse. Et est-ce que ça vous intéresserait de produire votre propre énergie, justement ? Ouais, carrément, bien sûr. Ouais. Écoutez, comme la majorité des gens, je pense que c'est suite à vos inflations, c'est quelque chose qui est de penser par avant et puis d'être presque indépendant énergétiquement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ouais. On l'envisage effectivement, de mettre des panneaux photovoltaïques sur une cabane, justement pour produire l'énergie, pour faire marcher une pompe. Pas encore convaincu par les technologies vertes. Je ne sais pas si c'est vraiment une solution d'avenir. J'attends de voir encore comment ça se développe pour le moment. Oui, j'ai déjà même un petit peu étudié la chose avec des panneaux photovoltaïques. Je n'ai pas pensé au soleil, mais évidemment, le solaire. Mais le coût d'installation est trop élevé par rapport aux gains que je pourrais avoir derrière. Je n'ai pas du tout prévu pour le moment, mais avec les hausses d'électricité actuellement, ça peut être intéressant. Okay. Après, c'est savoir au niveau de l'efficacité. Et après, moi, le souci que j'y vois, c'est que si c'est de la consommation directe, il faut être présent, quoi. Donc, à partir du moment où on travaille la journée, je pense que... Et par rapport à ça, est-ce que vous savez qu'il existe des solutions qui permettent justement de produire votre énergie sans modifier votre installation électrique ? Je m'étais déjà renseigné vite fait. Ouais. Je ne suis pas hyper informé, mais je sais que ça existe. Ouais. Non, je ne sais pas que ça existe. Non, pas du tout. Bon, alors... ça laisse présager tout un tas de possibilités de boulot, puisqu'on a des réponses
qui vont un petit peu globalement toutes dans le même sens, mais beaucoup de gens finalement qui sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Si on devait introduire directement le sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la solution que vous proposez, quitte à ce qu'on revienne après peut-être sur qu'est-ce qu'un panneau photovoltaïque et quelles sont les différentes façons de produire de l'énergie verte? Ouais. Bah écoute, nous, chez BIM, au début, le constat, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'était que le photovoltaïque existe depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans. Et effectivement, il y a peut-être eu une mauvaise introduction au début. En tout cas, il y a, par rapport à certains voisins européens, très peu de foyers finalement installés encore en France. Et donc l'idée des kits solaires et du plug and play, donc du prêt à brancher, c'était vraiment de faciliter l'accès au solaire, que ça soit un tremplin en gros. Aujourd'hui, un kit solaire plug and play s'installe selon les différentes gammes entre... ça prend entre 15 minutes et 1 heure pour un particulier ou un professionnel. Et en fait, c'est un panneau qui se met au sol ou en façade sur un mur et qu'on vient directement brancher sur une prise. C'est un panneau qui ne nécessite pas forcément, qui ne nécessite pas en fait l'installation par un professionnel quali-PV en toiture. Les installations en toiture sont très bien, mais ça vient vraiment en complément finalement et en tremplin au solaire, à un prix évidemment plus abordable, où on va du coup plus facilement se rendre compte de comment ça marche, en fait, de la rentabilité qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment faciliter cet accès et commencer à maîtriser son énergie à moindre coût. Ok, c'est pas mal résumé. Si on devait faire un petit résumé de ce qu'est le panneau photovoltaïque à tous les bichons qui nous écoutent, puisqu'il existe plein de façons de produire en tout cas de l'énergie verte. Ouais. On a entendu une dame qui parlait d'énergie hydroélectrique. Donc ça, c'est tout ce qui est barrage, tout ce qui est... Avant, c'était les moulins, voilà. Microturbines. On met ça dans l'eau et puis l'eau fait tourner une dynamo inversée et donc ça produit de l'électricité. Ensuite, on a la même chose avec le vent. Donc l'énergie éolienne. Il faut du vent, il faut du terrain, il faut tout un tas de choses. Il y a aussi une installation qui est pas toujours très facile, même si ça se démocratise dans tout un tas de systèmes. Ensuite, on a le solaire, mais attention, le solaire, il existe 2 catégories. On a le solaire thermique, qui est un solaire, donc un panneau solaire dans lequel on a des tubes de cuivre qui se baladent, et à l'intérieur de ces tubes de cuivre, il y a de l'eau ou une solution glycolée, un fluide caloporteur qui permet de récupérer les calories. Beaucoup autour des piscines, ça. Voilà, et puis même pour un chauffe-eau solaire, par exemple, c'est parfait. Donc là, en gros, on ne produit pas d'électricité, mais on chauffe de l'eau directement. Donc l'un dans l'autre, ça a quand même un effet d'économie, puisque quand on a un chauffe-eau solaire thermique, il n'y a plus de résistance qui fait chauffer l'eau. Et ensuite, on a le solaire photovoltaïque. Donc là, ce sont des panneaux avec des cellules de silicium qui sont généralement montées en série. Et donc, en fonction de la taille du panneau, du nombre de cellules, on arrive à avoir une tension, une puissance, une tension, une intensité. P égale UI, on ne va pas apprendre ça à Stéphane. Donc, quand on multiplie la tension par l'intensité, on trouve la puissance. Et donc, en fonction des montages qu'on fait, quand on les monte en série, on additionne la tension. Et une fois qu'on a fini la série, ça s'appelle un string. Et quand on monte plusieurs strings en parallèle, on a un champ photovoltaïque et donc on additionne cette fois les intensités. Est-ce que j'ai bien résumé pour tout le monde? Ça te parle un peu, toi, non? Voilà. Moi, il faut savoir que j'ai un passé dans le solaire puisque j'en ai installé des milliers de mètres carrés dans le monde entier. Les 3/4 le savent, ils me connaissent, mais j'avais quand même envie de faire cette digression, puisque souvent, quand on fait des micro-trottoirs, on parle de solaire, les gens mélangent tout. Donc là, aujourd'hui, on va bien parler de solaire photovoltaïque, donc avec des cellules de silicium qui produisent de l'électricité. C'est bien ça. Exactement. Ok. Première chose, moi, je voudrais déjà parler un petit peu du matos avant de poser un petit peu des questions pour ceux qui nous écoutent. Comment ça se présente, puisque on a vu que toi tu proposais des kits et donc il n'y avait pas besoin d'être ingénieur et de sortir de Saint-Cyr pour installer ça sur la toiture. Donc comment ça se présente si par exemple moi je suis un bichon, alors là on voit des photos à l'écran,
Mais il faut qu'on explique bien pour ceux qui nous écoutent en radio, en podcast. Si moi demain je suis un bichon, je vais sur ton site internet, je vais acheter un kit. Ouais. Est-ce que déjà tu as plusieurs puissances? Ça fait quelle taille? Comment ça marche? Exactement. Alors du coup, on a aujourd'hui trois gammes de kits sur notre site. On a nos BIM kits historiques qui font... Alors on a un kit de 300 watts et un kit de 420 watts qui sont faits aujourd'hui... ces puissances sont vraiment faites, on en a parlé tout à l'heure, pour venir gommer le talon de consommation moyen d'un foyer, tout ce qui est toujours en train de consommer, même quand on n'est pas là, comme un frigo. Donc là, les veilles, toutes les petites consommations. Voilà. Quand on en met un seul, évidemment, on peut en mettre en série. C'est ce qu'on a en continu tout le temps. C'est ça. Stéphane, qui est à côté, qui est électricien, parce qu'on aime faire ça chez les bichons. C'est pas qu'on a quoi que ce soit contre vous, on est très content de vous avoir, mais on a une communauté qui est très exigeante. Et si on dit de la merde, ils vont nous dire dans les commentaires, vous avez raconté n'importe quoi. Donc Stéphane, on dit ça sous ton œil protecteur et vigilant. Si tu as l'impression que 300 watts, ça suffit pas, tu nous le dis. Ça permet de gommer les petites consommations, on va dire 300 watts. Après, moi, par contre, j'avais une question d'électricien, là, pour le coup. Nous, on voit des installations un petit peu toute l'année quand même. Là, c'est du plug and play. Oui. Est-ce qu'on peut brancher ça n'importe comment, n'importe où, quoi? Alors non, effectivement, il y a quand même des préconisations auxquelles il faut faire assez attention. Nous, on suit en fait les préconisations de l'ADEME. Aujourd'hui, sur le plug and play, on a quand même peu de retours. C'est un 5 ans, on était pionnier, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 ans. Et donc aujourd'hui, alors c'est très large, mais il y a une préconisation à 900 watts maximum par circuit de prise. Donc sur un circuit de prise, donc sur du 2,5 mm2, avec un disjoncteur 20 ampères au bout, on peut mettre 900 watts de plug and play. Typiquement, notre kit, notre BIM kit 300 watts, on peut en mettre 3 en série. Donc on a des kits principaux de démarrage et des kits extension qui viennent se mettre en série. Et notre 420 watts, on peut en mettre du coup 2 en série. Voilà. Et on a un tout nouveau kit aussi qui est une seule station, contrairement à ce qu'on voyait là où c'est séparé à chaque fois en 4 panneaux. On a un nouveau kit de 460 watts. Et donc après, quand on veut plus de puissance, eh bien, il faut tirer des nouveaux circuits de prise avec à chaque fois un disjoncteur 20 ampères au bout, tous les 900 watts. D'accord, parce que là on est quand même très large. Bah oui, effectivement, sur un 20 ampères, en théorie, on pourrait monter 4500 watts. On va dire, là 900 watts, on est quand même loin du compte, quoi. Ouais. On est large, quoi. C'est vraiment pour pas prendre de risques, c'est des préconisations. C'est pas normatif, c'est vraiment une préco. Aujourd'hui, c'est une préco, ouais. Voilà. D'accord. Ça va être passionnant, moi j'adore. J'ai des questions techniques qui me viennent, mais ce qui me fait peur, je vais me les noter parce que je voudrais pas qu'on s'éloigne du fil. Le fil, pour l'instant, ce que je voudrais déjà savoir, c'est vraiment, je vais sur votre site internet et je veux acheter un kit. Parce que, donc tu expliquais qu'il y avait plusieurs kits, plusieurs possibilités. Ouais. Est-ce que c'est un kit? Est-ce qu'il y a qu'un kit et qu'on en met 3 à la suite si on veut plus de puissance, ou est-ce qu'il existe des kits de différentes tailles, et qu'est-ce qu'on a dans un kit? Christian, Christian, si tu veux prendre le crachoir, prends le crachoir. Alors, moi, tout à fait, j'ai acheté deux kits de 300 watts, selon la préconisation de BIM. BIM a bien fait les choses, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a besoin, sur le site internet, ils nous disent vous avez besoin d'un ou deux kits. Donc je suis parti sur 600 watts de kit depuis 18 mois, et alors à peu près 1h30 pour les installer avec mon épouse, et on branche et ça produit tout de suite. Plus l'application. Quand tu parles des besoins, il y a un espèce de petit questionnaire, il y a quelque chose comme ça? Avec ce qu'on consomme d'électricité, combien de congélateurs, de trucs comme ça. Voilà. Okay. Et en fonction, ils optimisent la production, quoi. Donc là, tu l'as mis en façade pleine expo. Oui, sud. Et puis, ça consomme à fond la caisse. Voilà, ça va bien. Okay. Enfin, ça consomme, ça produit. Ça produit, voilà. Ça produit. Donc là, 2 kits, donc deux micro-onduleurs. 2 micro-onduleurs, oui. D'accord, puisque du coup, alors il y a quoi dans ce kit? Kit de base, on a 4 petits panneaux. C'est ça. Qui font quelle taille à peu près pour que les gens se rendent compte? Alors sur le 300 watts, ils font 70 par 70, c'est 4 carrés. D'accord. Et sur le 420, 80,5 par 80,5. Un micro-onduleur tous les 4 panneaux, puisque un kit, c'est 4 panneaux. D'accord. Et donc sur le kit principal, contrairement au kit extension, on a ce qu'on appelle la BIMbox, qui est la partie software intelligente qui fait le lien entre le compteur Linky, notre application qu'on a développée pour suivre sa production et sa consommation, et la borne Wi-Fi du foyer. Il faut capter évidemment le signal Wi-Fi pour avoir ces données, puisque
C'est ça qui est intéressant. Dans tous les cas, ça produira, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de suivre sa production versus sa consommation, quoi. Ok, donc là, ça veut dire qu'une fois que tu branches, Christian, toi, tu as installé une appli sur ton smartphone? Ouais, on l'a sur l'Internet aussi, mais en temps réel, on peut voir combien on produit. Donc, je sais pas, demain, bon, tu pars 15 jours avec ton épouse, vous allez vous faire un spa dans le Morbihan, j'en sais rien. Tu sors avec ton petit peignoir et tes claquettes, et tu sors ton téléphone et tu dis tiens, en ce moment on est en train de produire ça. Exactement. Ça marche bien. Tu as essayé? Ça marche. Oui, nous on se balade en camping-car partout et on peut voir notre production partout. Et oui, parce que ça, tu peux le mettre... Ah oui, tu te balades en camping-car, mais tu peux pas y mettre sur un camping-car, ça. Non, mais j'ai mon appli sur mon téléphone. D'accord. Voilà. Moi, j'ai 2 questions techniques tout de suite. Est-ce que je peux les poser, les gars? Moi, j'en ai peut-être une en commun avec toi. Première question technique. Christian se barre pendant 3 mois en camping-car. Bon, il part avec son épouse. Et avant de partir, il a vidé le congèle, il débranche quasiment tout. Il y a quasiment pas besoin d'électricité. Mais le kit, il est branché. Comment ça se passe? Ça réinjecte ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est fait pour gommer le talent de consommation moyen, quand on est en surproduction, eh bien, ça repart dans le réseau. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un contrat de rachat par EDF. On est vraiment sur ce qu'on appelle le CACSI, la convention d'autoconsommation sans injection, qui va jusqu'à 3000 watts. Aujourd'hui, on peut mettre jusqu'à 3000 watts de plug and play, alors en respectant les préconisations dont on parlait tout à l'heure. Mais donc, du coup, si on le laisse brancher et qu'il y a surproduction, ça repart dans le réseau. Je crois que ça t'est déjà arrivé, sur des belles journées. D'accord. Donc là, ça repart dans le réseau, mais EDF te fait pas un chèque pour autant et le compteur tourne pas à l'envers. C'est comme un compteur de mobilette quand on met une personne. Si, sur les vieux compteurs à roues, il y en a quasiment plus. Là, du coup, on ne peut pas mettre de plug and play. En fait, la seule partie administrative qu'il y a à faire quand on branche un kit de ce type, c'est un déclaratif Enedis à faire en ligne, qui prend une quinzaine de minutes, où on déclare la puissance. Et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire la première chose, c'était peut-être toi qui voulais poser cette question. Ouais, c'est ça. La question sécurité, généralement, sur n'importe quelle installation photovoltaïque, il faut qu'il y ait un dispositif lorsqu'il y a une coupure réseau pour éviter justement de réinjecter, parce que si plein de personnes réinjectent en même temps, les opérateurs qui sont sur les lignes, c'est pas bon pour eux. Donc voilà, est-ce qu'il y a une protection dans ce kit-là? Oui, aujourd'hui, en fait, justement, contrairement à des installations en toiture où par le passé, on a quand même entendu pas mal d'accidents, même avec des pompiers, lors d'incendies et autres. Là, en fait, on est sur un micro-onduleur, de toute façon, qui est branché et qui se base sur la fréquence pour fonctionner. S'il y a la moindre coupure de courant, en fait, tout s'arrête. C'est différent. Tout s'arrête directement. Oui, donc en gros, il vérifie en permanence, pour vulgariser, que il y a bien le compteur est bien en route, quoi, qu'il y a bien du jus qui rentre. Exactement. Donc ça, c'est important justement pour des questions de sécurité, parce que le technicien qui coupe le jus dans le quartier, il se dit c'est bon, s'il touche les câbles et puis qu'il y a 10 gars qui rebalancent de la sauce, faut être sûr. Donc là, toi, tu parlais tout à l'heure du compteur Linky. Oui. Bon, là, on peut être pour, on peut être contre, peu importe, maintenant c'est comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est, admettons que Stéphane, dans sa maison de vacances, vu que c'est un électricien, il a encore un vieux compteur à roues. qu'il a mis à plat. Non, je rigole, sans parler de ça. Mais je veux dire, est-ce que c'est possible de brancher ça là-dessus? Je veux dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que le compteur Linky est absolument obligatoire? Ou est-ce que si on n'a pas de compteur Linky, on s'en fout? Non, on peut être aussi sur un compteur électronique plus ancien, classique, tant qu'on est déjà rattaché au réseau de la maison, du foyer. On parlait tout à l'heure de camping-car, ça ne marche pas en réseau sur un générateur ou autre. Il faut vraiment être relié à un tarif type bleu. C'est juste que l'avantage d'être lié à un Linky, c'est en plus de voir sa production, on voit ses données de consommation, les données classiques en fait d'un Linky qu'on peut retrouver en ligne, mais qui sont également mis sur l'application pour voir tout au même endroit. Donc sur un compteur qui n'est pas un compteur Linky, on verra sa production, mais pas les données de consommation. On récupère en fait, votre appli récupère les infos du Linky en fait, le tick du Linky. Voilà. En plus de la partie production qui ça. D'accord. Par contre, là, j'ai une autre question qui me vient en parlant de sécurité. Effectivement, donc ça coupe hors réseau. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas l'utiliser, par exemple, en autoproduction sur un site isolé, quoi. Non. Ça c'est une bonne question. Et oui, parce que donc, vu qu'il ne détecte pas,
Typiquement, on fait des partenariats aussi avec des constructeurs de tiny house, par exemple. Oui. Et donc, en fait, leurs clients vont les utiliser sur des tiny house qui sont plutôt à côté des maisons en complément d'extension, bureau ou autre, mais pas pour les tiny house qui sont, par exemple, en site isolé. On ne pourrait pas s'en servir pour charger des batteries? Non. D'accord. Pas en... Non, faut vraiment être lié au. Faut vraiment être réseau. connecté. C'est vraiment une solution d'autoconsommation pour Monsieur et Madame tout le monde. Voilà, d'autoconsommation et l'idée, c'est vraiment de réduire sa facture. Alors, vu que là, on en est quand même à parler du nerf de la guerre, qui est de réduire sa facture. Qu'est-ce qu'on peut espérer, toi, Christian, qui teste ça depuis 18 mois? Bon, qu'est-ce que tu as vu? Je veux dire, ton appli, elle te dit quoi? Tu gagnes 30 centimes par jour? Tu gagnes 10 balles par jour? Nous, on l'a fait sur un an. Ouais. D'août 2022 à août 2023, on a économisé directement par le panneau, donc ça fait 150 €. D'accord. Mais sur la facture qu'on a économisée, c'est 280 €. C'est-à-dire qu'on travaille différemment. Il y a le gain du panneau, mais nous, on fait plus attention à mettre nos appareils quand il fait soleil. D'accord. Voilà, tout ça. Oui, donc tu veux dire qu'en plus, ça vous a obligé à vous sensibiliser un peu. On est un petit peu plus acteur de notre consommation. Quoi. Ouais. D'accord. Et donc, première année, on a économisé sur notre facture Enedis 280 €. Et toi, tu as un kit de combien? De 600 watts. Donc 2 kits à la suite. 2 kits de 300 watts. 2 kits, et on peut monter jusqu'à combien? 3. Jusqu'à 3, 900 watts par circuit de prise, et après se faire installer par un professionnel jusqu'à 3000 watts de plug and play sur différents circuits. Oui, parce que j'allais dire 3, donc t'en mets 3 à la suite, on est d'accord. Ils sont en série, hein. Voilà, c'est ça. Il y a 2 kits extensions. Alors, quand c'est 300 watts, il y a un kit de démarrage, un kit principal et les 2 kits extensions. D'accord, donc là, t'en as 3, et ça, admettons, tu branches ça sur une prise, mais rien ne m'empêche d'en prendre 3 autres, de les brancher sur une autre prise et d'en prendre encore 3. À chaque fois, un disjoncteur 20 ampères au bout qui protège. D'accord. Ouais, exactement. Par exemple, moi qui suis en triphasé, Stéphane, si je mets ça, est-ce que ça peut avoir un impact sur mon décalage de phase? Sur l'équilibrage, pas sur le décalage, l'équilibrage. L'équilibrage plutôt. Bonne question. Ça pourrait... Ah non, mais on est pointu ici. faudrait 3 kits quasi, un sur chaque phase. Comment ça fonctionne sur du triphasé? Ça vient travailler la phase sur laquelle est branché le kit. Voilà. Et par contre, s'il y a de la surproduction, ça va pas sur les autres phases, mais ça se déduit de la consommation. Voilà, donc on le voit sur la facture. Ça ne déséquilibrera pas ton installation, en fait. Ce qui va se passer, c'est que ton installation est équilibrée en sous-tirage au départ, c'est-à-dire que ce que tu consommes, si elle est équilibrée comme ça, on va si tu veux, une installation triphasée ne déclenche pas, ne saute pas quand tu dépasses, quand les phases sont pas équilibrées. D'accord. Ça saute si tu dépasses le calibre d'une phase, en fait. C'est ça. D'accord. Si tu as 3 fois 20 ampères, tu peux tirer 20 ampères sur une phase et 1 et 1 sur les 2 autres. Ton installation ne sera pas en défaut. D'accord. Par contre, si tu tires 22 sur l'un, là, il faut faire un rééquilibrage. C'est là qu'on rééquilibre, effectivement. On met les consommateurs sur d'autres phases, on déplace les consommateurs sur d'autres phases pour rééquilibrer l'installation, ce qu'on appelle. D'accord. Donc, jusqu'au calibre de chaque phase, tu n'auras pas de problème. Donc là, comme on réinjecte dedans, on mettra pas... pour moi, on ne mettra pas en tout cas l'installation en défaut. Il n'y a pas de souci. Là, pendant que je te tiens aussi, il ne peut pas y avoir un souci parce que, la première chose qu'on apprend en électricité quand on prend des cours, même de base, je dirais, c'est, par exemple, qu'un disjoncteur, ça a une entrée et une sortie. Donc, c'est-à-dire qu'on alimente ça avec des peignes en haut et puis ça sort en bas. Est-ce que ça, c'est le folklore? Parce que là, ça suppose que l'électricité peut circuler dans les deux sens. Oui, alors la coupure, elle est physique, elle est bipolaire sur les disjoncteurs récents par rapport aux anciennes coupures. Je connaissais un mec bipolaire comme ça, c'était pas facile à vivre. Non, la coupure est bipolaire et elle est mécanique. Donc en fait, on coupe, que tu branches en haut ou en dessous. On voit des installations où tout est branché à l'envers. Alors effectivement, c'est pas propre, c'est dégueulasse, on va dire, dans le métier. Mais ça fonctionne pareil et ça coupera de la même façon. Donc, d'accord. Non. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que ça nécessite pas... Tu nous conseilles pas, toi, en tant qu'électricien, parce que là, il nous propose quelque chose de plug and play. Donc le gros avantage du plug and play, c'est que monsieur et madame tout le monde peuvent faire ça en un week-end. Vous avez mis combien de temps pour installer ça, tu m'as dit? 1h30, bon, 2 kits. Donc plug and play, il y aurait pas d'intérêt donc à appeler son électricien qui nous tire une ligne spéciale avec une prise spéciale. Il n'y a pas d'intérêt. Si, juste un petit bémol, comme on disait tout à l'heure.
l'heure, c'est de vérifier, parce qu'aujourd'hui en installation on trouve de tout encore, on trouve encore des prises sans terre, des choses comme ça, sur une prise bipolaire sans terre, bon, je conseille pas forcément d'aller brancher là-dessus. Pareil, on parle de calibre et de fil en 2.5, en section 2.5. Est-ce que si on a déjà un circuit disponible avec un disjoncteur 20 ampères, et aujourd'hui... Et est-ce que les clients sont sensibilisés à ça? Voilà. C'est-à-dire que mes clients ne savent pas s'il Est-ce qu'il n'y a pas déjà 18 multiprises dessus, quoi? En fait, il y a des clients qui aujourd'hui, nous, veulent en acheter ou on achète, mais qui se le font installer par un professionnel de confiance, électricien ou autre. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas un circuit disponible ou qu'ils ne sont pas sûrs. Ça peut être même aussi sur le côté orientation, les conseils d'orientation. Et puis il y a aussi selon la puissance. Comme je le disais, aujourd'hui, on en a, une fois qu'ils goûtent au plug and play, qui veulent plus de puissance. Donc dès qu'il faut tirer des nouveaux circuits, par exemple, si je veux mettre 2500-3000 watts qu'avec du 300 watts, il me faut au moins 4 circuits de prise. Donc là, le professionnel a vraiment une grosse valeur ajoutée. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir proposer finalement à des professionnels de l'habitat de se diversifier sur le solaire en proposant finalement des produits qu'on peut installer sans qualification particulière. C'est un petit peu de la même acabit que les nouveaux thermostats connectés, que les caméras connectées, que les alarmes connectées radio, que voilà quoi. Ouais, et puis après on a aussi des artisans de l'habitat qui installent en toiture, qui font des partenariats aussi avec nous pour la complémentarité. Aujourd'hui, une personne n'a pas forcément sur le moment les moyens de mettre pour 3000 watts, l'entrée à peu près en toiture, 7-8 000 euros. Et donc alors ça peut être ça peut être lié aussi à la zone géographique dans laquelle est la personne. Parfois on ne peut pas forcément mettre des panneaux en toiture. Il y a aussi par exemple les locataires, aujourd'hui ne peuvent pas mettre des panneaux en toiture. Donc là les kits prennent aussi leur sens pour ces personnes qui sont en location. Et donc voilà, on a des installateurs qui installent en toiture, mais qui vont d'abord proposer un kit, ça va être un tremplin, tester un peu le solaire. Et puis les personnes, après, passent sur de la plus grosse puissance. Ça peut être par l'installation d'autres kits ou du coup de l'installation en toiture. Mais au moins, à un coût plus abordable, ils testent le solaire. L'idée, c'est peut-être aussi d'avoir quelque chose de ludique, finalement, parce qu'on peut s'y intéresser. Et là, c'est une solution qui est accessible. Il y a le côté un petit peu aussi smartphone, le côté un peu monitoring. Je pense que ça peut être un premier pas, justement, vers du photovoltaïque et voir si ça correspond à changer ses habitudes de vie, voir si le tester vraiment aussi, parce qu'on entend tout. Donc c'est peut-être un bon... J'aime bien l'idée à prendre avec les guillemets, mais j'aime bien l'idée en gros du locataire ou quoi que ce soit, de dire je pars avec mes panneaux, du petit kit, toujours sous réserve de prévenir vos assurances ou quoi que ce soit, pas qu'il y ait un problème et puis que faire cramer la baraque du proprio. Ça m'amène une question, parce que je voulais rebondir par rapport à ce que disait Christian tout à l'heure. Sans vouloir te mettre en défaut, mais est-ce que je mets ça sur ma façade et ça nécessite une autorisation de travaux, une demande de permis, Alors aujourd'hui, en façade... Est-ce que c'est considéré comme une modification de façade ou... 80. Ouais. Légalement, aujourd'hui, il y a une demande d'autorisation à la mairie quand on installe quelque chose sur une façade à plus d'1,80 m. Donc c'est pas lié à nos kits. Plus d'1,80 m. Ouais, voilà. Et puis s'il y a un souci, ça reste. Donc c'est des fixations. On vient en faire quelques trous, mais nos fixations, on vient clipser les panneaux, les incliner. C'est très rapide à mettre et à enlever également s'il y a un souci. Ok. La personne qui nous écouterait et qui voudrait quand même installer ce genre de choses sur son toit, est-ce que vous avez un kit ou est-ce que vous n'avez pas du tout de kit ? Non, aujourd'hui, nous, nos fixations sont vraiment faites pour la façade ou le sol. On a quand même des personnes qui installent ça sur un toit ou parfois sur des carports à 3-4%, ou sur abri de jardin ou autre. Donc, en soi, ils peuvent, ça tient avec les fixations murales. Par contre, on leur précise qu'ils sortent des garanties. Il y a des belles garanties sur ces produits, mais c'est pas testé, c'est pas fait pour, quoi. En tout cas, aujourd'hui. Il faut quand même mieux les fixer, parce qu'un grand coup de vent... Parfois, en toiture, les gens vont rajouter des petites fixations maison en plus. On reçoit énormément, nous, de photos. On aime bien recevoir des photos de notre communauté, de nos beamers, de comment ils l'ont installé. On reçoit des choses assez incroyables. On reçoit parfois des kits installés sur des poteaux. Et ils ont mis un système qui fait que ça tourne au fur et à mesure de... On voit vraiment de tout. Ouais. À l'époque, on appelait ça les tournesols. Oui, c'est comme un tournesol, en fait. C'était ça.
Putain, on en a mis de ça, c'était des sacrées usines à gaz à l'époque. Maintenant, ça doit être plug and play, pareil, mais il y avait comme un espèce de petit triangle avec dedans 3 cellules. Et donc, ça calculait en permanence et ça tournait, ça inclinait le mât. Mais c'était nous, on mettait des trucs, ça faisait 6 mètres par 6 mètres. Hein. Et par contre, on gagnait quand même 30-40% par rapport à une installation normale. Hein. D'un point de vue est-ce qu'on peut parler prix ? Ouais, on peut. On peut parler prix, le mec qui nous écoute, qui est à 130 sur l'autoroute, qui a peut-être envie de se garer à la prochaine aire de repos pour en commander un. Comment ça marche ? Alors aujourd'hui, un 300 watts coûte en prix public 500 €. D'accord. 420 watts aujourd'hui coûte 700 €. Et puis on a notre toute nouvelle station 460 watts dont je parlais tout à l'heure, qui est un petit peu différente, moins modulaire, mais qui s'installe beaucoup plus vite, qui elle est à 630 € aujourd'hui. Voilà. Ok. Et quelle garantie vous offrez là-dessus ? Aujourd'hui, nous passons garantie 25 ans. Panneaux et micro-onduleurs. Panneaux et micro-onduleurs, voilà. D'accord. Garantie 25 ans. Garantie de fonctionnement, garantie de remplacement, comment ça se passe ? Garantie en termes de casse, d'incident ou autre. Après ces 25 ans, on garantit un rendement à plus de 80%. D'accord, ok. Non, mais alors là, ça, c'est bon. Ça, c'est très bien. Parce que je m'imagine le gars qui nous écoute, qui est en train de faire un calcul, dire alors, attends, Christian, il a gagné à peu près 200 balles. Le kit vaut autant. C'est rentabilisé en 5 ans selon sa zone géographique. Évidemment, selon si on est basé à Lille ou Marseille, c'est pas exactement la même. Selon la hausse des tarifs d'électricité aussi. Selon la hausse, oui, ça c'est pris en compte. Ça ira peut-être un peu plus vite. Et sur notre site, il y a une petite simulatrice aussi, une calculatrice, pardon, simulateur, où on met son code postal et on peut voir une estimation. Donc ça veut dire que j'installe ça chez moi ou Stéphane installe ça à côté de sa piscine pour faire fonctionner, je sais pas moi, ta pompe de relevage. Même la pompe de piscine, simplement. La pompe de piscine. Dans 10 ans, il y a un truc qui crame, il t'appelle, tu lui renvoies un onduleur. Ouais, c'est ça, sur photo, faire remplacement, reprise, etc. Ouais. Ok, ah oui, donc ça c'est quand même bien. Hein. Alors, pour rebondir justement sur ce que tu dis, est-ce que vous avez des partenariats avec des pros, les choses comme ça, Ouais, effectivement, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, notamment au niveau par exemple des piscinistes. Aujourd'hui, on travaille avec des professionnels vraiment de l'habitat, de tout secteur d'activité, beaucoup avec des électriciens, chauffagistes, piscinistes, couvreurs, mais typiquement aujourd'hui, des professionnels qui installent des packs, que ce soit pour la piscine, ou font beaucoup de combos avec du solaire. Aujourd'hui, par exemple, pour un pisciniste, le côté pompe à chaleur, il y a le côté confort, de communiquer de plus en plus en mode piscine autonome avec un ou plusieurs kits qui vont venir prendre une partie ou toute la consommation en fait, d'une pompe à chaleur ou d'une pompe à filtration. Aujourd'hui, ça parle vraiment aux particuliers. Donc aujourd'hui, les professionnels qui travaillent avec nous, soit sont juste sur de l'achat-revente en fait, de produits supplémentaires à leur métier, ou en combo comme ça avec d'autres types d'installations comme des packs ou d'autres chantiers. Quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez des listes ou un système de, je sais pas, peut-être de formation ou de revendeurs agréés pour l'électricien qui nous écoute, ou par exemple Stéphane qui dirait tiens, moi, ça m'intéresserait peut-être d'être dans le coin, dans le secteur, agréé pour ce genre de choses. Je peux peut-être proposer ça à mes clients. Ou alors, est-ce que vous avez mis en place ce genre de choses ? C'est en prévision. Aujourd'hui, l'offre vraiment BIM Pro est récente. Elle date de l'été dernier. Aujourd'hui, alors sur notre site, déjà, quand vous allez sur BIM Énergie, donc il y a un accès espace pro pour déjà rentrer en contact souvent avec moi. Et derrière, évidemment, on échange pas mal. Mais notre objectif, c'est vraiment effectivement de mailler beaucoup plus le territoire en France, puisque, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes lors de nos sondages qui disent effectivement, j'hésite parce que même si ça a l'air simple, je suis pas sûr de le mettre au bon endroit, j'ai pas envie de percer dans mon mur. Et en fait, nous, l'objectif, effectivement, ça serait d'avoir un réseau assez costaud en France pour pouvoir... Ou peut-être avec un questionnaire très simple. Voulez-vous l'installer vous-même ? Oui, non. Voulez-vous être mis en relation avec un professionnel agréé ? Oui, quel est votre code postal ou votre truc ? Et tac, ça te met une poignée de gars dans les 50 bornes. C'est vraiment l'objectif. Pour vous, ça peut être un apport d'affaires aussi, parce que
Enfin, nous, on est en contact direct avec la clientèle. C'est pas péjoratif, mais moi, j'ai quand même tout un tas de clients qui bricolent pas, ou comme je dis toujours affectueusement, mes papy-mamie, je les vois pas aller, c'est vrai, qu'à s'accrocher à une façade ou des choses Ils comme sont ça, pas donc, tous courageux comme Christian et son épouse. Hein. Mais ça serait vraiment l'idée de le mettre en option lorsque les personnes en veulent. Alors, il y a ce côté option, et puis aussi, effectivement, les clients avec qui, par exemple, tu travailles en direct, qui font pas forcément d'achat en ligne, qui aiment bien voir aussi les produits. Puis ça les rassure. Ça les rassure parce qu'il y a toujours, comme on disait, ce souci de si j'y fais mal, si je vérifie pas mon circuit de prise sur lequel je l'ai branché, qu'il y a un problème, qu'est-ce que mon assureur va me dire, il y a toujours quand même un peu ce truc. Alors le fait d'avoir peut-être un électricien qui dit non, là je vous garantis, la prise elle est... J'ai retiré, parce qu'entre-temps, je te connais, tu auras revendu un petit forfait avec 20 mètres de câble, tu auras retiré une petite prise spéciale avec une petite étiquette marquée raccordement du solaire et tout le monde dort bien, quoi. C'est vrai que ça m'a piqué un petit peu tout à l'heure quand tu parlais de côté ludique. C'est vrai qu'en électricité, la ludicité, on oublie. C'est un peu comme quand t'es plombier et qu'on te dit l'installation gaz, c'est ludique. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Là, tu nous as parlé d'une box. Bon, il y avait d'une box. Tu nous as parlé d'un truc plug and play, la Beambox. Quand tu branches ça sur la prise, tu connectes ça sur l'appli, tu connectes l'appli sur le Wi-Fi et ça se démerde. C'est compatible avec des solutions déjà en place de domotique ou pas? Parce que ça aussi, je pense qu'à chaque fois, qu'on parle de système, les gens gueulent parce qu'ils disent « Oh là là, j'ai déjà 28 applis sur mon téléphone, alors que par exemple, j'ai Apple HomeKit, dessus j'ai mes volets roulants, j'ai ci, j'ai ça, j'aimerais bien pouvoir avoir mon solaire avec. » Dans l'idée, ça pourrait être pas mal si il y a une communication entre deux applis, si on a juste une prise connectée, par exemple, qui lancerait un lave-linge quand on a une grosse production. Ouais, par exemple. Avec un système domotique, quoi. Il dit demain, programme par exemple ton lave-vaisselle ou ton lave-linge à telle heure parce que la météo dit qu'il va... C'est ça, de se coupler. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment que cette application soit de plus en plus intelligente demain. Et c'est pour ça que je parlais d'écosystème. L'idée, c'est que dans les mois, années à venir, c'est qu'il y ait d'autres produits, services rajoutés et qu'effectivement, ça soit... vraiment que ça facilite cette maîtrise au quotidien. Donc l'idée, c'est qu'il y ait tout rattaché sur cette application facile d'accès, ludique, comme tu disais, où on ait envie d'y revenir. Je ne sais pas combien de... Enfin, si tu vas la voir tous les jours... Peut-être même plusieurs fois par jour. Non, mais ce qui est intéressant, on se dit, tiens, on va lancer un lave-vaisselle, on peut regarder combien on produit en instantané. En disant, on y va. Et puis le soir, on regarde combien on a produit. Voilà, non, c'est assez ludique, c'est vrai. Ouais, l'avenir, c'est le côté plutôt prédictif. Vous êtes déjà couplé avec des applis de météo, par exemple, ou des choses comme ça, non? Pas encore, mais c'est pour ça que j'en parlais. C'est vraiment une idée, ouais. Bon, là, c'est la deuxième casquette. J'étais informaticien avant d'être électricien. Justement, le côté API pour discuter avec d'autres applis connectées ou des choses comme ça. Il a eu une très bonne remarque de pouvoir lancer une prise connectée, par exemple, via une autre application. Ce que ne permettra pas votre application, j'imagine, quoi. Donc, toutes ces remontées, on fait vraiment beaucoup de sondages auprès de notre communauté sur ce qui va permettre d'améliorer notre écosystème. Et donc, il y a énormément de choses. Évidemment, il y a des priorités, mais c'est vrai que l'objectif, c'est de ne pas multiplier les applications. J'ai une question qui me vient. Parce que la base, ce sont tes panneaux, et il y a l'écosystème qui est amené à évoluer. Est-ce que BIM met à dispo à chaque fois, il y a une nouvelle mise à jour qui permet de faire ça? Et même si j'avais des anciens panneaux, j'y ai le droit et j'ai la nouvelle version pour faire d'autres choses. Ouais, et aussi bien au niveau software que vraiment produits physiques. C'est-à-dire que toutes nos nouvelles gammes, que ce soit en termes de puissance ou même de esthétique, gamme, se rattachent entre elles. C'est-à-dire par exemple... Ils sont compatibles. Ouais, c'est ça. Par exemple, un kit extension de notre nouvelle gamme, là, le BIMON, le 460, se met en série avec les premiers kits. Donc déjà, chaque nouvelle gamme, on reste dans le même écosystème et notre application vient se plugger vraiment à tout ça, à ces différents kits, à la partie toiture, puisque on a un service maintenant qui commercialise aussi de l'installation en toiture. C'était un de nos paris que de faire d'abord
essayer le solaire par ces kits. Et aujourd'hui, on a énormément de personnes, plus de 30% de notre communauté, qui passent sur plus de kits ou du solaire en toiture. Donc pareil, notre application se rattache à cette partie toiture. Et demain aussi à la partie stockage, puisque donc il y a pas mal d'informations sur notre site. On a une batterie aussi qui va arriver là sur juin, une batterie grosse capacité, et qui va se rattacher, qui va pouvoir se rattacher aussi bien de l'installation en toiture qu'à du plug and play. Alors, pour qu'elle soit intéressante en termes de rentabilité, il faut que ça soit au moins 2500-3000 watts de plug and play, une batterie grosse capacité, mais qui se rattache aussi à notre application. Voilà, à chaque fois, l'idée, c'est vraiment que tout soit rattaché à ce... Oui, donc c'est ce qu'on disait. Donc tu as bien des systèmes, quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait mettre 6-7 panneaux en toiture, tu as déjà ces systèmes. On commercialise la partie toiture, ouais. D'accord. C'est ça. Ok. Mais nos kits aujourd'hui sont vraiment pour la façade ou pour le sol. Ok. Et Pour la partie stockage m'intéresse, justement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, l'autoproduction, c'est bien, effectivement, comme on disait, pour gommer un peu toutes les petites consos ou comme une pompe de piscine qui tourne en permanence, des choses comme ça. Le stockage, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les coûts sont énormes. Il y a une idée très peu de batteries posées en France. Aujourd'hui, c'est moins de 5%, enfin sur 100% d'installations en toiture, il y en a moins de 5% posées avec de la batterie. Or, c'est aujourd'hui la batterie et le stockage qui va nous permettre d'arriver vers plus d'autonomie. Le frein, il est financier, je pense, aujourd'hui, surtout au niveau des batteries. Justement, est-ce que vous avez une solution, votre solution qui arrive, ça va être en termes de coût, ça va être... on a travaillé sur le coût, sur la chimie aussi utilisée, parce qu'il y a eu pas mal de dangers. Aujourd'hui, là, on est sur du lithium-fer phosphate, avec une capacité qui peut aller de 6,6 kWh jusqu'au double, jusqu'à 13,4, en rajoutant 2 racks de 3,3 à 3,3. Okay. Donc ça, c'est le stockage maximal. Effectivement, avec la chimie utilisée, le travail qu'on a fait sur la robustesse, la qualité, l'idée, c'est effectivement d'aller vers une rentabilité. Aujourd'hui, c'est des batteries qui vont être faites pour durer 6000 cycles. D'accord, de charge. Ouais, voilà. Donc c'est à peu près 15 ans. Et donc alors ces batteries vont permettre d'être un peu plus autonomes et aussi de pouvoir, en cas de coupure de courant, de tempête ou autre, de tenir 24 heures aussi en autonomie. Donc ça, c'est un gros avantage. Et après, le financement, effectivement, ça va être le nerf de la guerre. Donc on y réfléchit, mais effectivement, le financement aujourd'hui sur des installations batteries plus solaires en toiture, c'est très important pour les particuliers, pour compter pour des trucs. Moi, à l'époque, c'est ce que je faisais. Nous, on faisait très peu d'autoconsommation. Moi, dans le parcours que j'ai eu, on va dire, dans le solaire, on faisait 90% de sites isolés. Même 98%, je pourrais dire, de sites isolés. Donc, de partout en France, à l'étranger, etc. Mais c'est vrai que ça faisait des installations. Alors, et encore, à l'époque, nous, c'était de la batterie plomb. C'était de la batterie type grosse batterie de bateau ou quoi que ce soit. C'était de la batterie plomb avec des installations qui faisaient des pièces comme ça entières et des rangées de 40 batteries mis en série, après mis en parallèle pour sortir. Bon, par contre, on alimentait... il y avait des chevaux, quoi. Derrière, on alimentait des petits villages, des petites pompes de puits... tout ça. Mais c'est vrai qu'en travaillant sur l'aspect global, par exemple, même avec des stockages très faibles individuels dans les maisons, je parle une petite batterie, un petit onduleur et 1 ou 2 panneaux, et ben rien qu'en faisant déjà la démarche de Christian, c'est-à-dire qu'en réfléchissant un petit peu différemment et en remplaçant ne serait-ce que toutes les ampoules par de l'ampoule LED, et ben l'autoconsommation en électricité, en éclairage était assurée 100%. C'est-à-dire qu'on arrivait même à faire un deuxième petit tableau dans la maison, où il y avait un tableau qui faisait toute la consommation, on va dire, prise. Okay. Et il y avait un tableau qui faisait toute l'autoconsommation. Sur ce tableau qui faisait l'autoconsommation, on arrivait généralement à mettre très facilement l'éclairage de la maison. Et souvent 1 ou 2 bricoles, on va dire, non récurrentes. Enfin, c'est-à-dire qu'avec des cycles non répétitifs, comme par exemple un mécanisme de portail. Ouverture de portail, des choses comme ça, qui consomment un pic, mais deux fois par jour, quoi. Donc, comme de plus en plus les bornes électriques présentes chez pour les voitures, il y a des grosses... Enfin, ça tire énormément, mais à des moments vraiment de recharge, quoi. Ouais. Et là, ça fonctionnait vraiment, vraiment, vraiment bien à l'époque. Hein. Vraiment bien. J'ai une question sur les futures batteries, vu qu'elles ont des capacités plus conséquentes.
Là, ça passe par un installateur, c'est toujours une idée de plug and play. C'est une très bonne question, on en parle sur notre site. C'est obligatoire, non, quasiment? Parce que tu es obligé d'avoir un découpleur réseau, puisque tu réinjectes hors réseau en cas de coupure, tu disais. Donc là, en tout cas, en termes là encore une fois, je suis pas expert technique sur la batterie, mais donc c'est une batterie tout en un avec un convertisseur hybride intégré. Et aujourd'hui, donc on en parle sur notre site, en soi, c'est une batterie quand même de type plug and play. Alors la plupart des gens vont passer par un professionnel pour se la faire installer, mais aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas peur de toucher à son tableau électrique, peut l'installer seul. En tout cas, au niveau des racks de stockage, c'est un peu comme des Lego. Hein. Mais par contre, effectivement, il faut toucher à son tableau. Et puis, c'est quand même, en termes de poids, c'est quand même... Moi, je pense au côté norme là-dessus, par contre, parce que je vois le cas, par exemple, j'ai fait des installations avec, par exemple, des groupes électrogènes qui réinjectent en cas de coupure, mais on est obligé de déconnecter du réseau pour éviter justement de réinjecter dans le réseau en cas de coupure, en termes de sécurité. Donc là, ça commence à devenir des installations un peu plus délicates. Donc là, ça se passe, parce que j'ai le schéma dans la tête à peu près, là, ça se passe avec une vanne inverseur qui est juste en sortie de compteur, quoi. Tout à fait, ouais. Donc en gros, t'as deux arrivées générales, t'as l'arrivée du compteur, l'arrivée du groupe, et puis t'as une vanne 3 voies, quoi, en gros, qui dit le jus vient de là ou le jus vient de là. Voilà. Là, pour le coup, c'est un dispositif obligatoire pour les groupes électrogènes, donc j'imagine que c'est de même pour les batteries, quoi. Donc, Ce que je peux dire, c'est que là, beaucoup vont faire appel à un professionnel, mais qu'elle peut s'installer. D'accord. Après, pas forcément, puisque la batterie, de toute façon, c'est une source d'autoconsommation. Hein. Ouais, mais quand tu réinjectes, par exemple, tu as une coupure de ton distributeur, on va dire EDF. Oui, mais si sur sa batterie, il a le même système d'intelligence qu'il a sur son onduleur, qui... Parce que l'onduleur, justement, il coupe en cas de coupure réseau. Il ne réinjecte pas en cas de coupure réseau. C'est-à-dire qu'il alimente le réseau s'il reçoit du... Oui, mais là, s'il a le même système, tu crois qu'il ne peut pas y avoir un module... J'en sais rien, moi, j'y connais rien, je te pose la question. Tu crois qu'il ne peut pas y avoir un module qui dit « Si j'ai pas la fréquence du réseau, je coupe ». Ça veut dire que tu passes d'abord par ta batterie que ton réseau, c'est-à-dire que ton arrivée EDF passe par ta batterie avant d'alimenter ta maison. C'est le seul moyen pour qu'il y ait la coupure qui se fasse automatiquement. En tout cas, en do it yourself, quoi. Un particulier qui n'a pas peur peut le... Physiquement, ce serait le seul moyen. Il faudrait dériver, en fait, faire arriver ton réseau EDF dans ta batterie et elle ferait la coupure, automatique, le basculement automatique. D'accord. Ah oui, parce que c'est bien ça. Là, on parle pas de... Oui, mais à moins que leur système ne bascule pas. C'est-à-dire qu'à moins que leur système dise s'il n'y a pas de jus, il n'y a pas de batterie. Oui, mais on perd l'intérêt, comme il disait, en cas de tempête. Non, il disait qu'ils avaient 24 heures d'autonomie. C'est ça, ouais. D'accord. Et donc alors à ce moment-là, effectivement, faut qu'il y ait une déconnexion. Tu as un élément qui va se rapporter au tableau. Ouais. Du module. Ça fait une intervention déjà qui reste... pour moi, ah oui, c'est déjà quelque chose. Plutôt de l'ordre professionnel. Ouais. Après, il y a la déconnexion manuelle, mais la déconnexion manuelle, c'est la plus simple, c'est la plus facile. Mais par contre, quand t'es pas là, t'es marron, quoi. Oui. Déconnexion manuelle, les Allemands font beaucoup ça. Même par rapport encore une fois, pour schématiser, vulgariser, au schéma de plomberie. Nous, en France, on met beaucoup de disconnecteurs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, une installation de chauffage tourne en circuit fermé. D'accord ? Donc, l'eau est polluée. On est d'accord ? L'eau qu'il y a dans les radiateurs, etc. Et cette eau, elle ne rentre jamais en contact avec l'eau potable. Pourquoi ? Parce que quand on remet de l'eau dans son circuit de chauffage, parce que par exemple à la chaudière, on a vu que ça avait baissé, il faut qu'on mette un petit peu d'eau dans les radiateurs, eh bien en France, normalement, on a l'obligation d'avoir un disconnecteur, c'est-à-dire que c'est un appareil qui calcule le différentiel de pression, et l'eau ne peut ne passer que dans un sens. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Et surtout, si quelqu'un oublie de fermer la vanne ou quoi que ce soit, elle ne peut pas revenir. Et en fait, c'est une installation qui est physiquement tout le temps raccordée. Okay. Alors que les Allemands, eux, ils ont solutionné ça. Ils ont dit, l'installation, on la déconnecte. Donc c'est comme s'il y avait un flexible. D'accord. Quand on a besoin de remplir, on le branche. Dès qu'on a fini, on débranche le flexible. Et sur l'électricité, ça pourrait être pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une prise au-dessus du tableau qui alimente tout le tableau avec qu'une seule fiche femelle, et puis, ou mâle, ou j'en sais rien. Et puis une prise qui sort du Linky et une prise qui sort de la batterie. Et en fonction de comment on veut brancher, on met l'une ou on met l'autre. Voilà. Et là, comme ça, tu as une déconnexion physique complète. Il n'y a pas d'histoire de...
Ça existe aujourd'hui en automatique. Il existe des systèmes avec des relais. Qui détectent. Si la bobine n'est pas alimentée, clac, 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 tu bascules. C'est simplement ça. S'il n'y a pas d'arrivée par le réseau EDF, en fait, c'est quand même capable d'envoyer un signal pour démarrer un groupe électrogène automatiquement, par exemple. On a des systèmes automatiques, mais là, on part sur des prix après. Après, t'es pas la maison de retraite. Voilà, c'est ça. Oui. On n'a pas les mêmes besoins. Dès qu'il y a de la batterie. Oui, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Ça va être le nerf de la guerre, parce que si on veut démocratiser ça, il faut que les prix suivent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le frein. Pour moi, c'est le frein. Aujourd'hui, le problème, c'est le stockage. C'est le plus important. C'est ce qui serait le plus intéressant. Oui, c'est beaucoup plus intéressant que de revendre un prix beaucoup moindre. Moi, j'ai une question pour Christian, du coup. Parce que là, est-ce que tu es arrivé à l'équilibre? On voit que tu consultes, j'imagine qu'on se prend un peu au jeu. Est-ce que tu es à l'équilibre et tu es bien en termes de conso? Ou est-ce que ça t'intéresse un peu de faire grandir ton parc, d'intégrer une batterie? Est-ce que tu y penses? Une batterie, oui, j'y ai pensé. Par hasard, moi, je suis un petit consommateur. Donc, la nuit, je passe 2 kilowatts. Donc voilà, c'est inamortissable. Donc par hasard, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faudrait que j'ai un 3e kit et que j'oriente plus soleil couchant. Parce que moi, mes panneaux s'arrêtent à 17h, 17h30 l'été, et ça consomme moins. Et je me disais que si j'en mets un autre un peu soleil couchant, ça pourrait produire un petit peu plus. D'accord, voilà, c'est le complément. Voilà. Peut-être faire grossir ton kit alors. Voilà, 300 watts de plus. D'accord. Voilà, et tu repasserais par la même solution. Bouge tes oreilles, Florent. On va critiquer. T'en es content, vrai content Ça marche bien. Et puis Toi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer? Qu'est-ce que tu trouves tout génial? Ou est-ce que tu aurais 2-3 conseils, en toute bienveillance, bien sûr, à dire tiens, moi, j'aimerais peut-être que Florent et son équipe rajoutent ça. La place que ça peut prendre. Ouais. Voilà. 8 panneaux, si j'en remets 4, ça fait 12 panneaux, ça fait quand même une grosse surface. C'est tout. Voilà. Mais bon, moi j'ai de la place, je suis à la campagne. En ville, c'est sûrement plus compliqué. Comment ça se passe parce que là, quand les amis viennent, ils doivent dire tiens, qu'est-ce que tu nous as installé, mon Christian? Eh bien, alors j'essaye d'aiguiller sur BIM, mais c'est un peu comme dans le reportage, les gens sont toujours un petit peu frileux. Disant ton truc. Est-ce que ça amuse pas la galerie, quoi. Voilà, tout à Après, le truc qui est génial quand même avec l'application, c'est que là, tu as les données en temps réel. Voilà. Vous avez calculé un petit peu, justement, en termes d'amortissement, le retour? Eh bien, 4 ans et demi. C'est... Alors, un petit peu plus si l'électricité augmente encore, on verra, mais pour l'instant... le temps d'amortissement, Mais je reviens aussi sur le fait qu'on consomme différemment. Oui. C'est-à-dire qu'on gaspille moins, quoi. Voilà. On produit de l'électricité, donc on y fait plus attention que si on se branche directement. Là, il y a peut-être le camping-cariste aussi qui... Oui, sûrement. Ah bah oui, parce qu'en camping-car, ça pardonne pas. Tu fais le mariole le premier soir, puis le lendemain, tu pousses le camion. Mais après, pour faire un parallèle, pour moi, c'est comme le chauffage et l'isolation, quoi. Voilà. Faut commencer par se dire, sa maison, pour moins la chauffer, on l'isole mieux. Voilà. Et là, c'est peut-être se dire, comme tu disais, passer déjà toutes ces ampoules en LED. Et après, moi, j'avais fait un truc, parce que dans l'idée, j'aimerais passer, moi, sur une maison vraiment très écologique. Et j'avais acheté pour pas grand-chose un compteur, un wattmètre, en fait. Oui, et c'est juste une prise qui remet une prise, et ça vient analyser ce qu'on consomme. Et j'avais commencé à me faire un petit tableau en disant ok, la télé, combien, le micro-ondes, ou des choses qui ont tendance à vraiment tourner. On peut se faire un petit tableau. Et des fois, on a des surprises en se disant putain, mais ça, je pensais pas que ça consommait autant. Et de se dire, ça permet un peu de juger aussi sa conso. Et ça coûte rien. C'est genre 20 balles ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Des produits comme ça où en instantané, on voit exactement quel équipement. C'est ça, ouais. C'est d'ailleurs même, je trouve incroyable, mais enfin pour moi c'est le même combat qu'on pourra avoir avec l'eau, qu'on pourra avoir avec tout un tas de choses. C'est d'ailleurs même incroyable qu'il n'y ait pas plus... Enfin, je veux dire qu'il n'y ait pas une évolution du marché vers ce genre de progrès technique, domotique, etc., plus vite ou plus obligatoire. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, on ne puisse pas avoir une sorte... J'en sais rien, mais enfin, technologiquement, c'est possible. Ce serait peut-être pas bien plus cher d'avoir à côté de la porte d'entrée, tu as l'éclairage du Porsche, tu as l'interphone, et à côté, ce serait intéressant d'avoir une tablette. Je sais pas, peut-être qu'ils pilotent toute la maison ou peut-être qu'ils sensibilisent en disant attention, la maison consomme tant instantanément. Parce que ça, je veux dire, technologiquement... Tu as des applis ou je crois même le Linky qui arrive à faire des projections. En fait, parce que lui,
le Linky va juste mesurer avant le tableau. Donc il a une pince ampère-métrique, il va dire je consomme ça, et après il arrive à faire des déductions pour dire il y a tant qui devrait être à l'éclairage et tout le reste. Après si tu veux aller plus loin et avoir des vrais consos, c'est soit via les prises comme je t'ai dit, soit plein de pinces ampère-métriques qui sont sur toutes tes départs. Qui sont dans ton tableau directement, un éco-compteur ou des choses comme ça, qui te font les remontées de chaque poste. En fait, c'est toi qui va servir chaque poste en fait pour savoir. Si c'est ta ligne qui part sur la cuisine, tu peux te dire ça c'est mon électroménager, ça c'est la chambre, ça c'est pointer vers le chauffe-eau, des choses comme ça. Exactement, et de se dire comment est-ce que je consomme. Ça c'est déjà possible ça. Moi c'est possible depuis longtemps déjà. Ce qui a tronqué un peu la chose, je pense que c'était le coût de l'énergie. Jusqu'à présent, on va beau dire ce qu'on veut, l'énergie était pas chère jusqu'à présent. Là aujourd'hui, ça commence à changer, on commence à se poser les questions, les bonnes questions. Donc on a beaucoup gaspillé parce que c'était pas cher. Aujourd'hui, on commence à dire attention, ça peut-être que ça vaut le coup d'y surveiller. Ça c'était un modèle français avec des énergies pas chères. Vraiment, il y a une prise de conscience successive, les annonces qui ont fait peur à tout le monde. On l'a vu en 5 ans, les 2 dernières années, c'est plus grosse croissance à ce niveau-là. Au solaire. Oui, parce que les gens, ça fait peur aux gens. Et puis bon, on est un peu. Même, et c'est un chauvin qui dit ça, hein, mais on est quand même un peu mou du bout, je veux dire, en France. C'est-à-dire, tant que ça touche pas trop le portefeuille, moi je me rappelle à l'époque, les chaudières fuel, quand on changeait une chaudière, on allait voir les papys, on disait putain mais faut la changer votre chaudière, on peut même plus la régler, ça fumait comme des pneus de camion. Hein. Quand ils la mettaient en route, c'était l'enfer. Nos appareils de mesure, on pouvait pas les brancher parce qu'on les grillait. Ils saturaient. C'était tellement... oh mais ça marche, elle a 40 ans, moi tant que ça y marche, ça brûlait du rouge à fond la caisse, c'était l'enfer. Et c'est vrai que ça a commencé à changer de mentalité quand on a commencé à dire maintenant le fuel il va être à 2 balles et le gars il a dit attends pour faire remplir ma cuve ça me coûte 4500 €. Et là ça commence à me faire chier, mais c'est vrai que sinon des fois il y en a t'essayais de leur expliquer mais pourquoi je la changerais, elle marche très bien, elle marche bien mais enfin bon c'est pas terrible hein. Niveau conso ça c'est un peu franco-français. Après c'est vrai que c'est comme tu disais, c'était moi j'ai plus de... Bon, je trouve le système génial. Faudra peut-être qu'on l'essaye plus en profondeur, qu'on fasse d'autres tests. Mais c'est vrai que moi, je suis plus... pas réticent, mais le truc qui personnellement m'agace un peu, c'est les applis que tout le monde essaie. Et ces applis. Ça, c'est vrai que le jour où quelqu'un va sortir quelque chose qui centralise, alors là, ça va être génial. Hein, parce que... Aujourd'hui, alors bon, après c'est peut-être aussi la guerre des données, hein. Chacun veut garder ses données, chacun veut ci, veut ça, mais je pense que ça pourrait être on pourrait être capable de faire quelque chose qui centralise. Aujourd'hui, t'as une clim, faut une appli pour la clim. T'as une pompe à chaleur, c'est l'appli de la marque de la pompe à chaleur. T'as même maintenant, nous, on teste du matériel, t'as des perceuses visseuses, t'as une appli pour la perceuse visseuse. Des applis, moi, des fois, je prends le truc, je les vire toutes. Ça c'est un peu j'ai hâte vraiment que je sais pas qu'ils fassent un consensus un petit peu comme ça s'est fait là, avec les chargeurs USB où ils ont dit allez stop, arrêtez de nous faire chier, maintenant c'est tout USB-C terminé. Et moi je rêve de dire bon vous vous démerdez, faites vos applis si vous voulez, mais toutes les applis doivent être compatibles avec tel protocole qu'on va intégrer dans tous les smartphones du monde, dans tous les ordis, et si c'est pas compatible, votre appli elle peut pas sortir. Moi je trouve que ça serait génial. Aujourd'hui, un particulier qui a une installation en toiture qui ne connaît pas BIM ou qui n'a pas de kit BIM peut venir attacher demain, qu'il mette un kit ou pas, notre application à ça, pour vraiment se raccrocher à des installations déjà existantes. Ça déjà c'est possible. D'accord. Voilà. Donc après venir attacher tout ce dont on aura besoin ou ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est... Comment ça, ils réagissent un peu, ils s'en tapent, là, les fabricants, ou ça commence à réagir? C'est pas ça. Je veux dire, Somfy, est-ce qu'ils s'ouvrent un peu? En fait, tout le monde veut centraliser, mais tout le monde veut centraliser chez soi. Chez soi, donc c'est un peu le problème, quoi. Si tu veux, alors il existe. Il n'y a pas une start-up qui va se lever, qui va dire arrêtez tous de nous faire chier, nous on va disrupter le truc, et puis qui arrive à gauler les trucs à droite à gauche. Mais éventuellement. Si tu veux, aujourd'hui, la data, c'est l'or noir de demain, quoi. Donc, tout le monde veut garder les données, quoi. Non, mais ça veut pas dire les garder. Ça veut dire... le protocole de données peut être conservé par le propriétaire du matériel, mais que ce soit centralisé. C'est-à-dire que sur la même appli,
le bouton pour démarrer ton arrosage automatique, le bouton pour fermer tes volets roulants, et en dessous, un affichage qui te dit vous êtes en train de consommer tant. Informatiquement parlant, c'est très simple à faire. Oui. Partage de données, les API, c'est facile. C'est facile. Ouais. Et il n'y a pas moyen d'y craquer, ça ? Il n'y a pas moyen pour des solutions. De faire un truc qui récupère tout de partout ? Parce que c'est... Non, mais je dis ça, c'est pas légal. Non, mais de faire un truc, de poser un brevet, je sais pas où, bim, j'en sais rien. Putain, pondez-nous un truc, là. On y travaille. À l'inverse, peut-être qu'il y a des choses en open source qui doivent exister. Alors, il existe tout un tas de solutions en open source. Moi, je suis très curieux et friand de tout ça, donc je m'amuse toujours un peu. J'ai toujours gardé un peu cette casquette-là. C'est toujours l'informaticien qui parle derrière, mais il y a pas mal de solutions open source qui existent. Après, à déployer, par exemple, chez des clients, c'est pas viable. Le problème, c'est que c'est le tableau Excel, quoi. Ça peut mettre les mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça. Moi, je gère toute ma maison avec 40 € de matériel, quoi. Avec un Arduino, un Raspberry, un petit Raspberry, c'est un micro-ordinateur. Voilà, ça me gère toute ma maison avec une solution open source. J'ai fait tout un tas de scripts, mais c'est pareil. Enfin, si t'es pas informaticien à la base, ça devient compliqué à mettre en place. Et pour déposer ça chez un client, c'est encore autre chose, quoi. Donc voilà. Mais c'est faisable. Donc D'accord. Faudra que tu nous expliques ça. Ouais, c'est sympa. Bon, messieurs, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y a encore des questions mentaux intéressantes ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, vraiment, déjà c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet, de venir présenter les kits ici depuis le temps que j'en entends parler. Non, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on a vraiment envie d'étoffer nos partenariats avec les pros de l'habitat pour pouvoir répondre à tous les besoins n'importe où en France de particuliers qui aimeraient mettre un pied dans le solaire, quoi. Bim, c'est qu'en France, que nous, on nous écoute de la Suisse, de la Belgique, du Canada, de partout. Là. Non, c'est mondial. Aujourd'hui, on a des BIMbox un petit peu partout, mais on est surtout présent en France et en Europe. D'accord. Que ça soit sur notre site ou dans des points de vente aussi physiques sur certaines gammes, certains... Donc, vous adaptez, je me fais l'avocat du diable, vous adaptez la tension et la gueule de la prise en fonction du pays, ou est-ce que vous livrez un adaptateur ? Comment ça se passe ? Exactement. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les zones les plus simples pour que nos kits fonctionnent sans paramétrage autre, c'est les zones où la fréquence et le voltage sont les mêmes qu'en France. Et sinon, alors, il y a des zones où aujourd'hui, c'est trop compliqué d'y aller, et d'autres zones où on doit flaguer nos micro-onduleurs différemment pour qu'ils s'adaptent à la fréquence du pays en question. Et pareil, aujourd'hui, selon les pays, il y en a où la législation par rapport au plug and play, au solaire est plus compliquée qu'en France, d'autres où c'est plus simple. Ça dépend, quoi. Aujourd'hui, on est présent en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse. Belgique, la législation est en train de changer, mais un peu plus compliquée au niveau du plug and play. On est présent dans les Dromcom également. D'accord. Voilà. Après, pour moi, c'est vrai qu'il y avait surtout ce système de déconnexion si le jus coupe, quoi. Si quand tu branches tes panneaux et puis parce que tu débranches la prise, du coup, c'est une prise mâle. Donc ça fait peur aux gens. Parce qu'une prise mâle en électricité, quand il y a du jus au bout, ça pue un peu. Hein. Tu te dis, tiens... Alors tout de suite, j'ai dit à Otto, tiens, touche les deux bouts. Et non, il n'a pas cramé sur place. Donc on s'est dit, c'est bon, ça craint rien. Et après, quand tu branches, ça marche. J'ai des séquelles un peu. Ça, c'est ça qui est intéressant. Autre chose à rajouter pour tous les bichons qui nous écoutent. Où c'est qu'on peut vous retrouver ? Alors, on peut nous retrouver sur notre site internet, sur bimenergie.fr, dans certains points de vente, comme je disais, en France. Vous avez des points, mais parce que vous vendez où en grande distri, chez du pro, en GSB, en retail, par exemple. D'accord. On va retrouver certains de nos produits, certaines gammes chez Leroy Merlin, par exemple. D'accord. Voilà, donc on peut nous retrouver en physique ou digital sur notre site. Ok, en physique ou en digital, sur le site, un peu des réseaux sociaux, Insta, des trucs comme ça, vous êtes un peu de partout, je pense. Instagram, Facebook, on a une chaîne YouTube avec pas mal de petits tutos, vidéos, effectivement. Vous avez été filmé Christian, non ? Parce qu'il a l'air savoir-faire. Hein. Peut-être avant que j'arrive, non ? Non ? Christian, ça te plairait peut-être, ça, toi, de faire des petits tutos, des petits trucs ? Pourquoi pas ? Pour montrer... Non, mais je veux dire, ça a l'air de t'intéresser, ce système. Pourquoi pas ? Christian, toi, tes projets, tu nous les as dit.
Bon, t'as pas de chaîne YouTube, t'as pas de... Mais tu surveilles ta conso assidûment, tu fais des économies, voilà, ça te sensibilise. Ouais, un petit peu le côté écolo, bas carbone, voilà. Ah oui. Il faut jouer le jeu. Si chacun joue le jeu un petit peu comme ça... on est d'accord. C'est la théorie du colibri, on appelle ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Et juste une petite dernière chose, quand j'ai commandé mon kit BIM, le service relation client est pas mal parce qu'on a eu rendez-vous téléphonique un 14 juillet à 17h30. Oh. Ah, bah ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, je lui ai dit, c'est le 14 juillet, mais il me dit, oui, je sais. Eh ben c'est bien. Il faut que je parte. Ah merde, j'avais pas vu. Non, j'ai trouvé ça sympa. Ah bah ça c'est bien. Et alors quand tu l'as commandé sur internet, je l'ai commandé, oui, sur internet. Ferme tes oreilles, Florent. T'as reçu ça J'ai reçu ça par. Je veux dire, c'est quoi ça met un mois à arriver? Non, ça a mis une semaine. Ah oui, ça arrive tout de suite. C'est assez rapide. C'est un transporteur, une messagerie. Puis bien emballé, impeccable. Impeccable, pas de problème. Quand tu as ouvert, il n'y avait pas la moitié du matériel cassé. Nickel. Non, mais c'est important parce que des fois, c'est vrai que tu dis oulala. On a bien vérifié avant que le transporteur reparte, mais c'était nickel. C'était nickel. Donc, toi, en tant que consommateur comme ça fait plus d'1 an que tu utilises. En étant très honnête, tu peux le conseiller. Ah oui, tout à fait. Ok. Bon, qu'est-ce que tu aurais à dire? Peut-être qu'ils baissent un peu leur prix de vente, non? Oui. Après, on trouve toujours moins cher. Non, mais bien sûr, mais là, c'est une boîte française quand même, Cocorico, et puis bon, 20 ans de garantie, 25 ans de garantie, s'il y a quoi que ce soit. On a vu que les gars répondent même week-end et jours fériés. Enfin, c'était peut-être avant, mais enfin, en tout cas, les gars répondent et il y a un vrai suivi. Il y a vraiment un suivi, téléphone, chat en direct ou mail, en fait. D'accord. Et en fait, à partir du moment où l'appairage se fait, donc ce qu'on disait tout à l'heure, entre la BIMbox, le compteur, on entre vraiment dans cette expérience BIM avec des mails qui sont envoyés sur les points d'attention, la sécurité. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que là, vous avez aussi, juste avant de conclure, parce qu'après, on a un petit expresso où on va parler matos avec nos deux amis. Juste avant de conclure sur cette partie BIM, est-ce que vous avez une récolte des données chez vous en interne pour faire de l'analytique, mais pour faire du préventif? Je m'explique. Par exemple, on a des marques qu'on apprécie beaucoup dans le chauffage. Bon, pour pas les citer, je vais en citer 3-4, mais on va dire Wiesmann, De Dietrich, Chappé. Bon, et ben ces gens vous installent un système. Et qui est connecté, pareil. Alors le client, il est content, il voit tout. Tiens, chérie, notre chaudière est en train de tourner, il fait 20 dans la baraque. Mais ces gens ont aussi une interface chez eux qui fait que quand on les appelle, on leur dit « Tiens, c'est monsieur Jacquet, j'habite à tel endroit ». Et ben instantanément, le technicien voit tout ce qui se passe et peut dire « Tiens, dis donc, monsieur Christian ». Il y a le panneau numéro 2 qui produit un peu moins, il faudrait peut-être vérifier, il y a peut-être une ombre, ou alors il y a telle chose, et ça j'y trouve vachement bien. Et ben exactement, aujourd'hui quand on a des appels ou qu'on reçoit des mails ou autres, on peut suivre nous justement grâce à cette BIMbox à distance s'il y a un problème. Et effectivement dans 95% des cas, c'est d'ailleurs lié à l'ombre, où en fait aujourd'hui rien que 2 cellules à l'ombre sur tout le nombre a un impact sur tout le kit, hein. Faut pas d'ombre parce que c'est connecté, c'est en série, donc ça impacte vraiment tout le système. Mais donc on peut voir en direct effectivement s'il y a un problème, et parfois c'est juste un problème d'appairage, d'ombre ou autre. Donc ça on peut le voir à distance. Ça c'est important. Nous on aimait bien en tant qu'installateur, parce que des fois avant même d'arriver chez le client ou avant même que le client le sache, on savait que sa chaudière était en panne. On appelait le client, on disait tiens vous allez rentrer ce soir chez vous mais votre chaudière est en panne. Ah bon? Mais comment vous le savez? Parce que j'ai eu une alerte. Voilà. Ça on l'a. Ça, c'est bien, ça. Pour l'ombre, justement, est-ce qu'il n'existe pas des technologies, un système de bypass? Parce que, comme tu dis, c'est bête d'avoir 2 cellules qui bloquent un panneau complet. Est-ce qu'il existe aujourd'hui ce genre de technologie ou pas? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, en tout cas pas avec notre système actuel. Après, peut-être en rajout. Là, c'est vraiment une question. Normalement, oui, sur certains. Nous, en fait, on avait. Quand tu as un panneau, mettons rectangle, on va dire que tu as 6 cellules en bas. Alors, on va dire que tu as 46 cellules. On est d'accord? Et ben en haut, il y avait tous des systèmes de shunt qui fait que s'il y a la tension d'un rang qui tombe, et ben ça le bypass, ça l'isole en fait. D'accord. Et donc les 3 autres rangs continuent à produire. Alors il y a quand même une chute, mais si tu veux, tu perds 6 cellules au lieu de perdre le panneau, quoi. Donc ça existe.
Après, à quel prix, quel type d'installation? Est-ce que c'est judicieux d'intégrer ce genre de technologie sur un tout petit kit comme ça? Je sais pas. Par contre, quand tu as 800 panneaux sur le toit, ça vaut le coup de t'y intéresser. C'est sûr. Et tu me diras, quand tu as 800 panneaux sur le toit, normalement, si le mec qui les installait est pas trop con, en parlant poliment, t'as pas une huette peuplier à 15 mètres. Hein. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour avec BIM. Donc on va continuer. On vous invite bien sûr à rester, messieurs. Et on a une petite rubrique qui s'appelle l'Expresso. Dans cette rubrique, eh bien, c'est nos deux compères qui nous bricolent des trucs. Ils mettent les mains dans le cambouis. C'est tout de suite, c'est l'Expresso. Alors, pour l'Expresso, moi, ce que je préfère faire, finalement, c'est m'appuyer sur l'expertise d'un artisan. Ça tombe bien, j'ai Steph avec moi. Je t'ai demandé de m'amener les outils que tu utilises tout le temps, indispensables pour toi en tant qu'électricien, et aussi de m'apprendre petite astuce, petite chose qui peut changer la vie quand on fait de l'élec. En fait, tu délègues le boulot, c'est moi qui bosse. Exactement, mais moi j'ai un très très bon poste. Alors, je me suis cantonné à 3 outils parce qu'on a un panel d'outils. Si tu veux, ma caisse principale doit faire presque 20 kilos. Je suis sorti un peu des sentiers battus, j'ai pas pris le tournevis classique, voilà, tout ça. Isolé, bien sûr, on en reparlera sur un autre outil. 3 outils pour moi indispensables que j'utilise vraiment tous les jours. Le VAT. Vérificateur d'absence de tension. Parfait. Donc là, c'est un flux qui existe dans d'autres marques aussi. Hein. J'ai pas d'action chez eux. C'est du très bon matériel. Celui-ci, il a quand même beaucoup de fonctionnalités. Il permet de tester des résistances. Il permet de tester justement les déphasages sur le triphasé. Voilà, il a un peu plus de fonctions qu'un standard. Mais sa fonction principale, c'est de vérifier l'absence de tension. Et pourquoi? Pour éviter de travailler. La première chose qu'on apprend à l'école. Elle a les yeux bleus, Belinda. La première chose que tu apprends à l'école, en fait, c'est qu'un bon électricien, c'est un électricien vivant. D'accord. Tu vérifies que tu n'es pas sous tension quand tu travailles. Donc là, l'idée, c'est quand tu dois intervenir soit en isolant qu'un circuit, une prise ou quelque chose comme ça, tu viens brancher ça dessus pour vérifier qu'il n'y a plus de tension. Donc il existe différents adaptateurs. Là, j'ai les pointes qui évitent de toucher, de les mettre en court-circuit. D'accord. Sinon, après, tu as vraiment des pointes qui permettent de justement rentrer dans une prise, vérifier simplement s'il y a de la tension sur une prise. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça te permet de travailler sereinement et en toute sécurité. Ultra basique, sauf que celui-ci, il a quelques fonctions supplémentaires. Il existe de tous les modèles. Voilà, ça va de 40 € à 150 € de base. Le VAT, tu vérifies si tu as une tension, du coup, pour pouvoir bosser ou non. Et toi, là, tu as des choses qui le rapprochent un peu plus d'un multimètre. Tu as des fonctions annexes, c'est ça? Ça te permet, en fait, de ne pas avoir tous les outils dans la poche. Alors après, ça ne affranchit pas d'avoir d'autres outils plus pointus, une pince ampérométrique, des choses comme ça, pour d'autres travaux. Par contre, ça te permet, avec un outil déjà, de travailler sereinement et puis d'avoir pas mal de petites fonctionnalités. Ouais. Mais vraiment, si tu veux la fonction de base, l'absence de tension, il en existe à partir de quarantaine d'euros. Vous trouvez déjà des choses qui tiennent la route, quoi. Parce que moi je me suis fait une petite caisse élec, donc j'ai un VAT, j'ai plusieurs choses. Et il y a aussi des espèces de petits stylets qui vont fonctionner avec le champ magnétique pour venir voir aussi, pour suivre un fil ou des choses comme ça. Alors je suis pas friand, moi honnêtement, je suis pas friand. Mais ça existe, ça permet effectivement, comme tu l'as dans la poche facilement, de vérifier vite fait. Plus si fort ou pas. Ça évite aussi de piquer parce que là on est obligé d'être en contact directement, physiquement, je veux dire, avec le fil. Il faut qu'il y ait un contact. Si tu es sur un fil, tu vas être obligé de le piquer si tu n'as pas d'accès au cuivre direct ou sur une prise par exemple. Si tu n'as pas d'éléments non protégés, ça va être un peu plus compliqué avec ça. Donc là effectivement, soit tu y vas avec ce type de vérificateur. En principe, en pro, on ne travaille pas tellement comme ça. C'est vraiment la petite solution de dépannage. J'allais dire, le petit vérificateur, est-ce que ça a une valeur légale? Est-ce que toi, je ne sais pas, si tu avais un apprenti, quelqu'un qui débute, est-ce que il a le droit de se dire mon truc n'a pas bipé, il n'y a pas de jus, j'y vais? Moi non, pour moi non. On est d'accord. Chacun fait comme il veut. Si tu veux, le problème de ce type d'instrument, c'est qu'on trouve vraiment tout. Ce type d'outil, tu vas en trouver du gadget jusqu'à l'outil pro. Hein. Moi j'en ai eu par exemple des fois en cadeau via des fournisseurs. Quand tu achètes du matériel, des choses comme ça, on t'offre ce type d'outil qui là pour le coup est pro. Comme je disais, moi je suis pas friand de ça. Moi on reste sur le VAT, ça reste la bonne pratique, quoi. Et c'est pas excessivement cher si on va pas sur des modèles comme celui-ci. Mais après c'est toujours la même chose. Quand t'es artisan, tu t'équipes correctement. C'est notre outil de travail. Alors VAT, c'est fait. VAT, c'est fait. Ensuite,
petite pince à dénuder de chez Bizline. Je l'ai vu quand tu l'as préparé, regarde. Moi j'ai la version... Je vois que t'as la même toi. Mais moi c'est la version green, parce qu'elle est faite avec des matériaux verts en fait. Ah bien. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle a pas trop servi la tienne. Ouais, ok, d'accord. Ok. Mais j'ai ma maison à faire, donc. Mais je l'ai déjà utilisée, je la trouve assez pratique. Donc. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers tous les jours. Tu vois, je t'ai amené un petit bout de câble pour te montrer rapidement. Ok. On est sur quoi comme câble? Je sais pas si on nous voit. On a une caméra juste au-dessus. Caméra au-dessus. Voilà. Là, on est sur du 5G, 1.5, ça doit être. C'est du 1.5, il est rouge. C'est une Nexence, donc il est. 5G, il faut qu'on explique aussi. 5G, c'est un câble qui a 4 conducteurs plus un conducteur pour la Terre. De protection de terre, quoi. Et ensuite, le chiffre, c'est 1.5, c'est la section du fil. Ok. À l'intérieur de chaque donc fil. Là, on en a 5. 1,5 mm². C'est la section. 1,5 mm. C'est ça, 5 fils de 1,5. Donc après, bon, c'était surtout la présentation de l'outil. Comme tu vas voir, regarde, très facilement, hop. Bon, celui-là, il est un peu raide parce qu'il est un peu épais. Mais tu vois, on dénude très facilement. Ok. On le verra pas à la caméra, mais si on regarde de très près, t'es mon garant. Hein, tu vois, on n'a pas du tout abîmé l'isolant en fait, des fils à l'intérieur. C'est ça. On s'est vraiment cantonné à l'enveloppe. Ça, c'est un message qui est super important parce qu'on va dire ouais, mais ok, moi j'ai un cutter, j'ai un truc, machin et tout. Sauf que non, en fait, parce qu'il y a la gaine ici, la principale, en fait, l'isolant. Et généralement, en faisant un truc avec un couteau ou avec un cutter, on va venir couper les autres aussi. C'est ça. Et en fait, on va potentiellement créer des points qui sont dangereux. Qui sont dangereux. On le voit assez régulièrement, hein, souvent derrière les prises ou quoi. Tu vois tout de suite comment l'électricien a travaillé. Souvent, quand j'arrive sur une installation en dépannage ou qu'on reprend une installation, tu vois vite en fait le sérieux de l'électricien qui a fait l'installation sur ce type de choses. Ouais. Surtout les bichons, que vous soyez pro, j'imagine que c'est incontournable, mais même en particulier si vous êtes sur aussi de l'autoconstruction ou des choses comme ça. Ça coûte rien, vous allez gagner un temps dingue et vous allez faire un taf qui est propre. Franchement, s'en priver, je trouve que c'est une grosse connerie. Sachant que celle-ci, elle a plusieurs fonctions, donc on va pouvoir aussi venir dénuder plusieurs sections. On va pouvoir aussi couper, que ce soit dans cette marque ou une autre. Franchement, c'est vraiment une bêtise de s'en passer. Ça existe en fait en différentes marques. Alors, on a cité Bizline, ça existe chez Jokari, ça existe dans d'autres marques. Exactement. Et effectivement, alors comme tu dis, pour un particulier, d'autant plus pour un pro, c'est un outil de travail. Je veux dire, investissez un minimum. Si vous voulez paraître sérieux dans votre métier, comme tu dis, elle a quand même plusieurs fonctions. On peut couper un câble, on peut entailler un câble pour justement enlever l'enveloppe, pardon. Et puis comme tu dis, on a différentes sections en fait ici. On le verra peut-être mieux à la caméra. Mais du 0,5 jusqu'au 6 carré, on peut facilement dénuder un fil très, très proprement. Hein. On fait un tour, voilà. Et là, ma coupure, elle est franche, mon isolant, il est propre. Et on n'a pas attaqué aussi lame en cuivre. Et on n'a pas attaqué le cuivre. Des fois, quand on fait soit un mauvais réglage, soit on se remet encore avec le cutter, il va y avoir la fatigue du métal. C'est-à-dire que si on le manipule 2-3 fois, il va venir à péter. Il arrive à être cassant. Et justement, dans une prise, je comprends pas, ma prise fonctionne plus. Bref, vraiment, équipez-vous, c'est important, vous allez gagner du temps et de l'argent. Comme tu dis, en dépannage, c'est des choses qu'on voit, hein, des fils qui deviennent cassants parce que justement, ils ont été abîmés. L'âme a été abîmée, en fait, en étant dénudée, soit à la pince coupante, soit... Alors, je me fais l'avocat du diable encore une fois, pour les copains électriciens, je l'utilise aussi. On arrive au 3e outil, ça c'est une pince coupe-câble. Celle-ci, c'est la première chose que je décharge de ma caisse tous les jours parce qu'elle est tellement pratique, on coupe tout, je m'en sers en permanence, elle est isolée bien sûr, 1000 volts. Et quand on a le coup de main, je dis bien quand on a le coup de main parce que là justement je fais ce qu'on ne doit pas faire, je veux dire, très facile, elle est micro-dentée en fait. D'accord. Donc il est très facile de faire ça. Et bon, voilà, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Mon câble est abîmé, donc il n'a pas fonctionné. Mais voilà, et on arrive à dénuder proprement. Mais comme tu peux le voir, tu vois, même en faisant attention, c'est moins propre. On laisse une petite marque, qu'on ne verra pas à la caméra parce que c'est vraiment c'est infime. Mais par rapport à un outil qui est fait pour, on abîme quand même un petit peu notre fil, quoi. Ok. Donc toujours essayer d'utiliser l'outil le plus adapté. Voilà. Donc pour moi, ça c'est les 3 outils que j'utilise au quotidien, mais vraiment tout le temps. Et moi, je voulais juste préciser un truc sur le coupe-câble, c'est que c'est absolument pas pareil qu'une pince coupante, les bichons. On n'a pas du tout la même force pour pouvoir couper, et après, quand on bosse sur des sections qui sont plus importantes, il y a un réel confort aussi. D'une part, et comme tu vois, en plus celle-ci est plus courte, donc on a beaucoup moins de levier. Là, tu vois, on a très grand levier et tu auras probablement moins de force que celle-ci. C'est ça.
L'empreinte n'est pas la même non plus, l'empreinte de coupe. Et puis là, ouais, on coupe du gros. Hein. On devrait pas le faire des fois, mais on arrive à couper comme vraiment de la grosse section. Bon, ça fait un peu la poigne, quoi. C'est ça. Donc voilà. Ça, c'est les outils qu'on utilise le plus. Je suis sorti des sentiers battus un petit peu en sortant pas les tournevis. Oui, mais ça, après, c'est ultra commun. Comme ça, l'idée, c'est de faire voir aussi ce qui peut faire gagner du temps et du confort d'utilisation au bichon. Bon, dernière chose. Paraît que tu es venu avec une astuce. Alors une toute petite astuce, parce que je vois trop de copains électriciens ou de clients aussi qui cassent en fait les aiguilles. Une aiguille, ça sert à tirer un fil quand il n'y a pas de résistance. À partir du moment où tu commences à avoir une résistance, une gaine qui est un peu courbée ou des grosses sections de fil, l'aiguille, elle va te servir à passer une ficelle. Alors là, c'est ce qu'on appelle vulgairement de la ficelle de paysan. Hein. Okay. C'est une ficelle plastique, celle-ci n'est pas très jolie. On aurait pu en prendre une un peu plus propre. Mais voilà, on va passer avec ton aiguille, tu vas passer une ficelle dans ta gaine et avec la ficelle, on va pouvoir tirer le câble. Okay. Et sur ce type de ficelle en matière plastique, en traction, tu peux y aller. On peut tirer, on peut vraiment tirer fort. Et du coup, surtout, comment t'attaches tout ça ? Je voulais en venir à ça. Okay. C'est justement la petite astuce du jour. C'était pour attacher un fil correctement. Alors, il y a différentes écoles. Il y en a qui vont venir recourber ça, s'accrocher ici. Okay. Quand on tire fort, ça finit toujours par lâcher. Alors moi, c'est un peu mon école, mais je rajoute du barnier aussi en faisant ça. Mais quand tu commences à tirer des grosses sections du style une alimentation de maison ou des choses comme ça, je te garantis que ça lâche. Ok, bon bah vas-y, je vais apprendre. Fais-moi voir ce que tu veux. Donc là, il existe une petite astuce tout simple. Ouais. Tu viens faire, je sais pas si on a un retour caméra ou si on a un retour caméra, ouais. T'inquiète. C'est juste de faire simplement un petit nœud tout simple, un petit nœud coulant. Ok. Comme celui-ci, si j'y arrive, voilà. Tu fais un petit nœud coulant simplement, que tu viens passer autour de ton câble. Ouais. On vient l'ajuster. Et après, tu fais ce qu'on appelle une clé. Donc, hop, on va le prendre comme ça. Attends, si j'y arrive. Une clé. Tu peux venir en faire plusieurs, tu vois. J'ai simplement fait une boucle comme ça. Donc déjà, le coulant, plus on va tirer, plus il va se serrer. Voilà. Et la clé va faire le même effet. Alors là, bon, j'en fais deux parce qu'on n'est pas très long. Mais là, déjà, tu vois, sans rien faire, tu peux te mettre d'un côté, je vais me mettre de l'autre, on va pouvoir tirer. Je te garantis que ça lâchera. Ah, je vais me faire mal aux mains. Non, ça lâchera pas. Ça lâchera pas. Ah ouais. C'est impossible en fait, parce que plus tu vas tirer, plus tu vas serrer en fait sur ton câble. Ah oui, carrément. Ce qu'on rajoute, en principe, moi je crois qu'on en avait, voilà, ouais. On va prendre un petit bout de scotch. Voilà, ça c'est plus pour la facilité de passage dans les gaines, pour éviter que... Ah oui, que ça crée un point... Ouais, un point d'accroche, un petit point de rupture par exemple. Bon, en principe, je le fais sur tout le long, hein. Là c'est vraiment pour vous montrer rapidement. Mais déjà, là, tu garantis que ça lâchera pas. Ouais. Et puis, on peut ajouter un peu de lubrifiant, des choses comme ça, hein, ce qu'on appelle vulgairement du Yellow. Du Yellow, Il existe d'autres marques, c'était une marque Yellow, hein, donc c'est passé dans le langage courant, mais voilà. Oui. Passer des lubrifiants. Et là, ça te prend pas... Ça me prend même moins de temps que mon délire de faire ça, et puis je te garantis que là, tu casseras la ficelle, mais ça lâchera pas ici, quoi. Ok. Donc, voilà. Très bien. C'est bien. Moi, je me coucherais moins con, parce que ça, je savais pas. Ça, tu l'avais pas tirer du câble. Non, je l'avais pas, ça. Vous, les gars. Pourtant, j'en ai des combines, mais... Et donc, juste pour rappeler une seconde, là, avant de vous redonner la parole, tu as dit un truc très important. Donc, l'aiguille ne sert pas à tirer un câble, elle sert à passer une ficelle, et c'est la ficelle qui va pouvoir tirer le câble. C'est ça. On voit trop d'aiguilles qui sont cassées souvent, les aiguilles, parce que les gens tirent au près. Donc déjà, tu fais un coude dans ton aiguille. Ouais. Alors quand c'est une aiguille nylon, elle se marque. Oui, c'est les fils de verre. Quand c'est une aiguille fibre, tu la casses. Ouais, voilà. En fait, ils font ça pour gagner du temps, parce que ça enlève une étape. Mais enfin bon, si à chaque fois tu bousilles une aiguille à 200 balles... c'est toujours la même chose, de s'équiper correctement en outils, il faut en prendre soin aussi derrière. Alors comme on disait, voilà, pour les pros, pour les particuliers, il y a le système D. Pour les pros, je veux dire, on a quand même un devoir, un minimum d'être équipé. Quoi. Donc, et puis c'est la qualité de travail, on s'embête beaucoup. En fait, c'est toujours ça. C'est que on en revient à toutes ces choses-là, même si tu mets un peu plus de rond quand tu vas t'équiper, là tu vas en dénuder 6 quand tu te serais fait chier un seul. Tu gagnes sur tous les points. Tu gagnes en qualité de travail, tu gagnes en temps de travail. Et peut-être même en SAV derrière. Ce qui coûte aujourd'hui plus cher, c'est pas l'outil, c'est le temps. Chez un artisan, ce qui coûte cher, c'est le temps aujourd'hui. Donc, je veux dire, l'outil, tu le rentabilises forcément. Ouais, on est d'accord. Et puis, d'autant plus que, pareil, pour me faire l'avocat du diable sans vouloir
faire chier. Je veux dire, on parle de 30 balles. Hein. On parle pas de 3000 balles. Sur 30 balles, c'est même pas le prix d'une heure. Hein. Comme Donc, je disais, le VAT, celui-ci, c'est un modèle qui vaut un petit peu plus cher parce qu'il est un peu plus perfectionné, mais vous avez des VAT à 35-40 euros hors taxe. Ouais. Donc, si t'as un truc BIM qui t'a fait économiser 200 boules par an, c'est bon. Voilà, tu peux t'acheter ça. Bon. Voilà. Bah merci, c'était super. Eh ben bravo. Et ben ça, je vais le garder en tête. Hein. Pas de souci, mais même pour faire d'autres trucs, pour tracter des choses, ça a l'air juste génial. Ça, ce qu'on fera, on fera peut-être 2-3 photos là avant de plier la cabane et on les mettra sur Instagram pour ceux qui nous écoutent en podcast. Oui. Comme ça, vous pourrez aller voir sur Instagram Bichon TV, vous verrez des photos. Parce que là, tu vas faire des heureux. Même moi, là, je te dis, pourtant, j'en ai tiré des kilomètres. C'est ce qu'on peut faire carrément, les bichons, là, c'est en off. Moi, je vais sortir un petit coup de téléphone et on va le faire de près avec comment on fait la boucle. Story, on se fait ça, on se fait une story, comme ça vous pouvez bichonner nos bichons. Exactement. C'est ça. Même si dans un futur proche, 3 mois, il y avait une astuce, vous pourrez le retrouver directement sur Insta et c'est pas perdu en tout cas. Voilà. Bon, si ça peut c'est servir. C'est très bien. Eh bien, bravo, on peut t'applaudir. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, on a fait le tour. On était très, très, très heureux. Toutes ces astuces, vous avez aussi appris un peu des choses, hein, Christian, pour les prochaines gaines que tu vas tirer. Ça sera plus facile à passer. Ce sera plus facile. Hein. Et t'as vu, toi, de la ficelle à botte de paille, t'en as ? J'en ai. Bon, c'est facile à trouver, ça coûte rien. À l'époque, je me rappelle, moi, j'achetais ça sans vouloir donner de nom, mais chez Gamme Vert ou Agri Sud-Est. Et ça, ils te vendent ça par Bobino. Il y en a. Voilà, 2 kilomètres. Alors, un électricien qui achète ça, t'en as pour une vie. C'est ça. Là, c'est même en fait à l'époque, dans les gaines comme celle-ci, les gaines TPC, en fait, à l'époque, elles étaient déjà équipées de ficelles comme ça. Oui. Aujourd'hui, on fait des économies, c'est une ficelle nylon qui casse. Oui, et puis une ficelle comme ça, c'est garanti à vie, quasi. Hein, ça craint rien. C'était donc une émission où on vous a parlé autoconsommation, est-ce une bonne solution ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui. Je pense qu'on a été de bons ambassadeurs pour tous ceux qui nous écoutent et que on espère on vous aura convaincu ou on aura su éveiller votre curiosité. Comme d'habitude, on vous mettra tous les liens dans la description. On remercie beaucoup Christian qui a pris de son temps, même si c'est un joyeux retraité. Il a pris de son temps pour venir, même si c'était pas bien loin, autour de nos micros. Comme ça, on était d'abord content d'avoir un gars du cru, hein. Et puis agriculteurs de surcroît, donc en ce moment on les soutient, il y a besoin. Je peux te dire que chez les bichons on les soutient, donc il y a besoin aussi. C'était un deuxième plaisir et d'autant plus un client satisfait. De nos amis de chez BIM. Donc merci Christian, merci Florent d'être venu de Nantes pour nous présenter ta solution. Encore une fois, je le dis, je le répète, on mettra tous les liens en description pour tous les petits curieux, puis tu nous diras si tu as des bichons qui sont intéressés. Avec plaisir. Merci à mon ami Stéphane, voilà, qui est là, qui veille un peu au grain, à ce qu'on dise pas trop de conneries, qui fasse un petit peu le juge de paix. Et puis merci pour tes petites astuces. Ouais. C'était très bien, on a tous bien appris. Je suis sûr que ça va faire plaisir aux bichons. Et enfin, merci à mon copain de cantine, Anto, qui a eu, pareil, une bonne idée, une jolie petite gazette. Et puis, tu sais que cette émission, les bichons l'adorent. Hein. Une petite émission comme ça, l'Expresso, à chaque fois, ça fait des jolis scores parce que c'est des trucs et astuces de pro. Donc, tous les bricoleurs qui écoutent ça et même les artisans se disent « Tiens, c'est pas bête, j'essaierai la prochaine fois. » Donc, merci à vous tous. C'était une belle émission. On rend l'antenne. On vous dit à la prochaine en podcast ou sur YouTube Bichon TV. Et puis, salut les bichons. Salut. Allez, bye. Salut. La matinale d'aujourd'hui vous a été proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Plus d'infos en description. C'était la matinale, à voir et à revoir sur tous nos réseaux. Et comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description.